Septembre pour le financement participatif, c'est un petit peu comme pour la rentrée des classes de nos chers chérubins. Tout le monde se rue sur Kickstarter, GameFound et compagnie après 2 mois de vide intersidéral sur les plateformes mentionnées précédemment. Et du coup, là, on va repartir sur des menus bien plus corsés, bien plus chargés et fournis en saveurs en tout genre. Et on est bien loin, je pense, des menus d'une demi-heure, 40 minutes qu'on avait ces dernières semaines. Donc préparez-vous, vous allez à nouveau dépenser de l'argent. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre menu crowdfunding du 2 septembre. C'est donc la rentrée des classes pour les éditeurs de jeux de société également. Et on va être sur un mois de septembre assez chargé, que ce soit pour cette semaine ou pour les suivantes. Croyez-moi bien, il y a du lourd qui arrive. Donc oui, vous allez à nouveau dépenser de l'argent, comme je le disais en introduction. Du coup, on va faire une intro assez courte parce que là, ce coup-ci, on se prépare un menu assez conséquent, vous allez le voir. D'abord, le petit point hebdomadaire sur la chaîne que voici. Pas de nouveautés cette semaine, hein, vous le voyez, on reste sur un petit menu crowdfunding avec seulement 3 boîtes mises en avant, ça veut bien dire ce que ça veut dire, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent bien évidemment, et très peu de vues, mais ça c'est assez logique pour le coup. Le sondage de la semaine, hein, comme chaque semaine en description de la vidéo que vous êtes en train de regarder, vous pourrez trouver un lien vers le sondage qui vous permettra de voter pour les projets qui vous intéressent le plus pour la semaine suivante. Donc là pour le coup, pour la semaine du 30 août, je ne sais pas pourquoi, mais Pollmaker, le site que j'utilise pour faire ces sondages, ne me permet pas de faire le triage comme je le fais habituellement et de vous montrer exactement combien de votes ont été effectués. Donc ma foi, je ne sais pas combien vous avez été à voter, mais j'imagine que c'est assez nombreux. Éventuellement, je peux revenir en arrière. Peut-être qu'il me le dira. Juste pour votre curiosité, éventuellement, je ne sais pas. Si ça vous intéresse, j'ai voté moi-même pour Potions of Azerland parce que j'aime bien le fait que ce soit un nouvel éditeur qui se soit en plus attiré les services de Andrew Bosley. Ça peut proposer un truc assez sympatoche, j'aime bien l'illustration, même si je trouve que c'est pas du Andrew Bosley de niveau top tier, comme disent les jeunes. Et puis j'ai également voté par pure curiosité pour Worms, même si j'ai plutôt peur en général des propriétés intellectuelles, donc des adaptations de jeux vidéo en jeux de société, mais juste par curiosité. Et du coup, en général, il me dit combien de personnes ont voté, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas cette fois-ci. Non, donc je ne sais pas combien de personnes ont voté. Et je ne peux pas trier. Bon, on verra si c'est encore un problème la semaine prochaine. Si c'est le cas, si ça se reproduit la semaine prochaine, je changerai peut-être de site. Parce que c'est quand même pas très pratique. Du coup, vous le voyez, les projets les plus intéressants pour vous, hein, selon vous et moi, parce que j'ai voté également, sont ceux qui sont au-dessus de 10% ici. Donc on a Four Horsemen, de manière assez inattendue, parce qu'il n'a pas connu un très bon début de campagne pour le coup. 12% Potions of Azerland qui décroche la première place, et c'est assez inattendu. Je pensais pas qu'il serait aussi haut pour un primo-éditeur qui, en plus de ça, a pas fait tellement de grosses communications avant le début de sa campagne. Et puis bien sûr Worms qui termine en deuxième position ex aequo avec Four Horsemen. Par contre, pour ceux qui pourraient éventuellement avoir été déplacés... ouais, il y a Rolling Zombies qui ne se lancera que mi-septembre si mes souvenirs sont bons. Tous les autres sont présents, plus d'autres qui ça n'avait pas été annoncés, soit sont annoncés un peu trop tard, soit je les ai juste pas vus au moment du sondage. Voilà, je ne sais pas pour lesquels vous aurez voté, n'hésitez pas à me le dire et expliquer pourquoi vous avez voté pour eux éventuellement. Il y avait aussi Galaxy Postman qui avait pas l'air dégueulasse, on en parlera d'autre manière. Je sais que Nix, notre cher camarade, a fait une vidéo sur Feud. Donc je ne sais pas non plus ce que ça peut présenter en termes d'intérêt de jeu, je traiterai ça tout à l'heure, j'ai pas tellement regardé leur page pour l'instant. Colossal Cat in the Box, vous connaissez peut-être le titre d'origine. Celui-ci a l'air d'être assez intéressant, un jeu produit par un Indien, c'est une sphère du jeu de société qu'on connaît assez mal en Occident, donc pourquoi pas, ça a l'air d'être assez intéressant, et en plus de ça, ça a de la gueule quand même malgré tout. Et puis pour le reste, ma voix, on verra au compte-gouttes. Du coup, on part sur nos 3 sous-menus habituels, donc à savoir les entrées, les plats desserts, et cette fois-ci, accrochez vos ceintures, ça risque d'être un peu plus long que d'habitude, donc préparez les cahuètes, le petit rosé ou le pastis si vous en prenez encore alors qu'on est déjà entré en septembre, mais là c'est de la gourmandise. Quoique, hop hop,
je m'aperçois à l'instant que j'ai oublié de vous faire le petit composant de la semaine. Je l'oublie souvent, me direz-vous, et vous aurez raison, mais cette semaine j'en avais prévu un, donc je vous fais le petit composant de la semaine, hein, pour ceux qui l'auraient oublié, pour ceux qui débarquent sur la chaîne après tout, c'est possible aussi. De temps en temps, j'essaye chaque semaine, mais de temps en temps, j'oublie. Je vous présente un composant de jeu et vous devez trouver de quel jeu il s'agit. Et cette semaine, c'est un jeu qui apparaîtra prochainement sur la chaîne. C'est pas un proto, mais parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'avec Xavier, on n'a pas fait de vidéo de, comment dirais-je, de démonstration surprise, qui consiste à présenter un jeu à l'autre joueur, un jeu qu'on a acquis sans l'en informer au préalable. Donc du coup, Xavier, si tu regardes cette vidéo, tu auras un premier composant, un premier aperçu de ce fameux jeu surprise que j'ai mentionné sans te dévoiler le titre. C'est ce petit dé. C'est un dé 8 avec les chiffres et les couleurs qui varient en fonction des faces. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, vous en saurez plus dans quelques semaines. Sur ce, du coup, on entame véritablement le menu cette fois-ci. Première partie donc de ce menu crowdfunding, les entrées, cette partie où l'on va très vite, où l'on parle 1 à 2 minutes de chaque projet, bon parfois 3 parce que je déborde, je digresse, et d'ailleurs j'ai déjà commencé. Le premier c'est Paper Apps Golf, c'est un petit jeu de golf qui va être généré, comment dirais-je, procéduralement, je ne sais pas si ça se dit vraiment en français, de manière procédurale, là au moins ça se dit, c'est safe. Vous allez chacun recevoir un petit carnet avec des grilles de terrain de golf qui vont être composées procéduralement, donc de manière procédurale. Donc chaque carnet sera différent d'un joueur à l'autre et c'est solo, donc en plus de ça c'est très transportable. Ça paye pas de mine visuellement, mais bon ça peut être fun. 333 contributeurs 13 jours avant la fin de la campagne et il va s'agir de tracer en fait des tracés pour le coup, c'est très moche, très redondant, avec votre petit stylo pour essayer de mettre la balle dans le trou. C'est pour un joueur évidemment, en roll and write, c'est pour 6 ans et plus, et ça fait une partie d'environ 5 minutes. Donc un petit casse-tête en roll and write, éventuellement disponible également en version print and play pour ceux que ça pourrait intéresser. Ça peut, ma foi, être assez fun sur un coin de table, le temps qu'on attend quelqu'un au café ou qu'on attend des partenaires de jeu. Vous aurez en partie ici 60 pages de gameplay sur la version PDF, c'est la même chose pour la version physique d'ailleurs, et ça coûte pas très cher, donc après tout, pour les fans de golf, pour ceux qui voudraient des petits passe-temps de 5-10 minutes en attendant quelque chose, ma foi, pourquoi pas. 334 maintenant, un contributeur s'est ajouté entre temps. Voilà pour Paper Apps Golf. On continue avec Heroes of Xandar, un petit jeu de trick-taking, donc autrement dit un jeu de pli pour 1 à 4 joueurs, oui un jeu de pli avec un mode solo qui plus est, avec une très belle direction artistique et en plus de sa petite originalité supplémentaire, avec des Lego ou des simili Lego, on va créer un héros de toutes pièces. Ça a l'air d'être assez original, et rien que pour ça, j'avais presque envie de le mettre dans les plats principaux de la semaine, mais cette dernière est assez chargée, donc je l'ai quand même glissé dans les entrées, mais vous feriez bien, si vous êtes amateur de jeux de pli, mais également un petit peu de tout ce qui est univers, un petit peu fantaisiste à la Magic, parce qu'il s'en inspire très clairement, bah vous devriez peut-être vous pencher sur le cas de Heroes of Xandar. Pour l'instant, 175 contributeurs l'ont fait, 19 jours avant la fin de la campagne, c'est un projet déjà financé, ça nous vient de Berlin en Allemagne et c'est le premier projet de Florian Fiedler qui nous a pondu ici un jeu ma foi joli, hein, vraiment très beau, la direction artistique est vraiment très classe, très classique aussi, hein, faut être honnête, on est sur un truc vraiment très orienté epic fantasy de base, vous le voyez ici sur les cartes, mais c'est très bien réalisé. D'ailleurs on peut se demander sur certaines d'entre elles, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'intelligence artificielle là-dessus ? Je suis pas suffisamment expert pour vous le dire, mais ça m'étonnerait pas complètement. Et ma foi, c'est un peu le biais cognitif qu'on va commencer à avoir, en tout cas pour les plus férus de crowdfunding. On va parfois se demander en regardant les images, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est vraiment un artiste qui l'a fait? J'ai pas fouillé suffisamment le projet pour savoir si c'est le cas ou non. Mais en tout cas, vous le voyez, vous avez aussi votre petite brique un petit peu façon Lego pour créer votre héros au fur et à mesure de la partie. Ma foi, ça peut être assez fun. Vous avez un pledge à 45 €, qui est le pledge de base. Vous avez ensuite, sachez que d'ailleurs pour le pledge de base, vous avez même un playmat, donc c'est quand même pas de la merde visuellement, ça renvoie quand même pas mal du pâté, je trouve, pour un petit jeu. 45 € avec des playmats, il y en a deux, ouais, il y en a deux playmats, plus le matos derrière, c'est quand même
pas si cher que ça, c'est assez intéressant. Vous avez ensuite à 39 € un pledge un peu plus, disons classique, plus adapté aux boutiques, donc un peu moins déluxifié, mais il n'y a que 6 € de différence, donc à choisir, prenez celui à 45, ça fait plus de sens. Et ensuite, vous avez le Heroes All-In Pledge avec le core game, plus une extension Heroes, qui vous ajoute tout un tas de matos, ainsi qu'un petit peu de luxification et encore plus comment dirais-je, de maxi briques héros, donc des héros en briques supplémentaires, bref, de la déluxification quoi en gros. Hein. Vous avez aussi des petits add-ons par-ci par-là, y compris des cartes en foil avec cet effet de surbrillance, un petit peu classos. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que pour un premier projet d'un mec qu'on connaisse pas spécialement au préalable, ça envoie plutôt du bois visuellement. Et en plus ça, en termes de comment dirais-je, d'approche mécanique et visuel, je trouve que ça se marie assez bien et que c'est finalement assez peu vu. Un jeu de pli avec cet univers-là, cette ambiance-là visuelle, c'est plutôt sympatoche. Et puis cette originalité des briques. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà pour Heroes of Xandar, 175 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne. Encore un éditeur qui se propose de faire une triple campagne, c'est pas toujours des succès retentissants, il devrait pouvoir le savoir, mais bon, pour le coup, ça se passe pas trop mal pour Jeff Tidball et son 6e projet qui n'est autre que Lumberjack Games with Flapjack, Sasquatches, Rockets and More. Donc en gros, c'est 3 jeux. On a Flapjacks and Sasquatches, qui est un jeu de dés. On a aussi Lumberjack Rockets Launchers. Et puis on a un 3e dont je ne vois pas le titre ici, mais on verra ça plus tard. 25 jours avant la fin de la campagne, le projet est déjà financé. Il vient à peine d'ailleurs de franchir le seuil de financement il y a quelques minutes lorsque je préparais l'émission. Jeff Tidball, vous l'avez peut-être déjà croisé sur Kickstarter avec ses 5 autres projets, dont un qui a une version francophone qui arrive, ou qui est déjà arrivée. Il s'agit de Kintsugi, Broken and Beautiful, qui s'inspire d'un pan de l'art traditionnel japonais. Pour le reste, c'est assez peu connu en revanche. Ensuite, donc, 3 jeux en une seule campagne. On a donc, je le disais tout à l'heure, Flapjacks and Sasquatches, qui est ici pour 2 à 6 joueurs, 20 minutes, 8 ans et plus. C'est un jeu de push your luck, donc on va essayer de tirer parti de sa chance ou de sa malchance et s'adapter en permanence à ce que les dés vont sortir. Et un jeu dans lequel vous allez tout simplement incarner un bûcheron qui va couper du bois, mais derrière il y a le Sasquatch qui pourra toujours vous surprendre, bien évidemment. Ensuite, on a également Lumberjacks with Rocket Launchers, donc des bûcherons avec des lance-roquettes, parce que pourquoi pas, c'est pour 3 à 8 joueurs, pour 15 minutes, et c'est un jeu de Take That, donc des cartes, et on va s'en foutre plein la tronche les uns les autres, et c'est plutôt pas mal illustré, c'est assez joli. Et puis finalement, on a Squatch and Seek, encore du bûcheron, encore Sasquatch, pour 2 à 4 joueurs cette fois-ci, pour des très petites parties de 10 minutes à peine, et c'est un jeu de combat et de mémoire. Voilà, et celui-ci par contre, apparemment c'est un stretch game, donc c'est pas un jeu directement inclus dans la campagne, c'est un 3e jeu qui est débloquable, j'ai l'impression. Et ma foi, c'est à peu près tout, donc des petits jeux assez rapides, assez accessibles, assez familiaux. Sauront-ils vous séduire ou pas? Il y a même une édition collector qui pourrait coûter potentiellement assez cher, vu que c'est en bois. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails au niveau des prix non plus, parce qu'après tout, on reste dans les entrées, et il y a trop de pledges disponibles, donc ça me saoule. Voilà donc pour cette triplette de jeux avec la nouvelle campagne de Jeff Tidball, pour l'instant financée avec 200 contributeurs. Vous connaissiez certainement Burger Quiz, le fameux jeu de Alain Chabat, qui d'ailleurs a une version jeu de plateau si mes souvenirs sont bons, mais voici Burger Battle 2, la suite du premier bien évidemment, avec un reprint également du premier d'ailleurs, et donc Burger Battles, ou Battle c'est au singulier me semble-t-il, pour l'instant il n'a pas le succès qu'on pouvait escompter, puisque s'ils en sortent un 2 c'est que le premier avait plutôt bien marché. Là pour l'instant on est à 173 contributeurs, c'est pas génialissime, puisque vous le voyez le seuil de financement est à 23 000 € et qu'on est à peine à 7 250 maintenant, donc c'est un petit peu léger. À 26 jours de la fin de la campagne, ceux-ci ils ont encore un peu d'espoir d'aller chercher un financement, et comme le nom l'indique, bien sûr vous allez devoir
créer concevoir ou simplement cuisiner, préparer des hamburgers avec différents ingrédients en fonction des cartes que vous aurez reçues. C'est un jeu de gestion de main et également de Take That pour 2 à 6 joueurs pour des parties de 15 à 45 minutes pour 14 ans et plus, mais je pense qu'on pourra y jouer très facilement avec des joueurs beaucoup plus jeunes. Simplement, vous le savez, pour mettre 8 ans et plus, il y a toute une sorte de batterie de tests supplémentaires pour ce qui est des tests de sécurité aux États-Unis, pour ce qui est de la potentialité d'ingestion des composants par les enfants, etc., etc. Bref, on s'en fout. 25$ plus le shipping pour Burger Battle ou pour Burger Battle 2. Voilà, il y a certainement des nouveautés entre les deux éditions, mais j'ai pas fouillé plus que ça. La thématique, j'avoue, ne m'attire pas particulièrement, même si, j'avoue, je vous concède assez aisément que l'ADA est pas vilaine, avec un petit côté rétro, mais charmant et mignon. Voilà pour ce qui est de Burger Battle 1, plus maintenant Burger Battle 2 également, avec certainement des petites différences de gameplay, j'imagine. 26 jours avant la fin de la campagne, ceci dit, pour l'instant, ils font un début de campagne, j'imagine, assez peu digeste. On enchaîne avec le nouveau projet de Taiki Shinzawa, un auteur japonais que vous connaissez peut-être, pour Masked Men chez Oink, mais également chez un éditeur américain qui faisait des tables de jeux à l'origine, mais qui ensuite faisait des jeux de société, comment ça s'appelle déjà, Board Game Tables, tout bêtement, où il avait sorti, je crois, comment ça s'appelait, Ghost of Christmas, et puis un autre dont j'ai oublié le nom. Quoi qu'il en soit, ici pour le coup, Taiki Shinzawa nous propose autre chose qu'un jeu de pli. Bon, il fait pas que ça, mais il en a fait beaucoup. C'est une variante du jeu de échecs. Donc assez inattendu pour ma part, je pensais pas qu'il s'aventurerait là-dedans, mais donc un jeu abstrait, donc les échecs, mais un petit peu revu et corrigé avec un twist. Pour l'instant, ça intéresse assez peu de monde, semble-t-il, avec seulement 80 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, et à peine 4000€ d'engrangés. Ça devrait pouvoir financer quand même, mais avec un nom comme celui-ci, qui est assez connu, en tout cas au Japon, je pensais que ça irait chercher un peu plus. Mais en même temps, c'est pas le type de projet qui attire tellement sur Kickstarter, je pense. Le truc intéressant, c'est que c'est des échecs, clairement, même règle, hein, mais, il y a un twist, et vous le voyez en partie ici. Cette fois-ci, vous n'allez pas capturer les pièces de votre adversaire, mais les stacker. Donc vous allez empiler les pièces, en fait, simplement que ce soit les vôtres ou celles de votre opposant, vous allez pouvoir faire des piles de pièces, et potentiellement, elles ne vont jamais disparaître totalement du plateau. Vous pourrez potentiellement les récupérer par la suite, etc. Donc ça peut être relativement intéressant. Et chacune des pièces peut aussi devenir une sorte de ace, donc de super pièce en cours de partie. Donc ça a l'air assez intéressant, ça peut vous permettre aussi d'avoir des retournements de situation un petit peu différents de ceux qui existaient déjà dans le jeu des échecs classiques. Donc voilà, pour tous ceux qui sont fans des échecs et qui voudraient un peu renouveler l'expérience, ma foi, c'est peut-être faisable grâce à cette nouvelle version proposée par Taiki Shinzawa, qui s'intitule donc Tower Chess. Et ça coûte combien ce bordel? Ça coûte 2300 yens pour la version standard, donc 15€, ou en version deluxe, 4900 yens, soit 32€. Voilà, ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Tower Chess. Si Xavier regarde ce menu crowdfunding, il a actuellement une demi-molle parce que Xavier est fan des tanks, je pense que c'est l'aspect un peu phallique du canon. Scope Panzer and Trilogy par Draco Ideas a donc tout pour lui plaire, ou en tout cas pour l'attirer, j'ai envie de dire pour lui faire frétiller le gardon, voilà. Hein. Ouais, je vais le sortir parce que vous pensez. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais je pense que Xavier a un petit peu la tulipe à 37°8. Voilà, simplement. Scope Panzer and Trilogy, on voit donc ici un jeu de chars d'assaut avec une version française disponible uniquement en PDF, pas en format physique. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà ça. Donc un jeu de tank avec 3 extensions. On a ici donc le jeu de base Panzer, le jeu avec U-Boot, donc plutôt pour les sous-marins, et Scope Stalingrad, donc qui est peut-être plutôt pour les snipers, je pense. 287 backers du côté de chez GameFound avec 10 000€ d'engrangés, le projet est donc financé 27 jours avant la fin de la campagne. Et vous le savez, si vous suivez le menu crafting depuis assez longtemps, les jeux de guerre c'est pas du tout ma came, du coup je n'ai pas tellement cherché d'informations sur le projet, je le concède, je l'avoue. Je vais donc vous dire seulement les quelques informations que je vois ici. Donc ce sont des jeux pour 2 joueurs, assez courts, on est sur des parties de 15 minutes approximativement en général, pour 12 ans et plus,
avec bien sûr un petit peu d'asymétrie, sinon c'est pas drôle, et donc différents gameplays en fonction de la boîte que vous allez sortir, puisqu'il ne s'agit pas exactement du même jeu, même si le set de base des règles, globalement, est quand même assez similaire. Vous avez déjà un aperçu du livret de règles ici pour Scope Panzer, pour ceux qui voudraient se faire une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Ensuite, pour ceux qui voudraient la trilogie, parce que vous êtes des gros fans de guerre, et auquel cas consultez, 36 € pour la trilogie. Sinon, vous pouvez prendre à l'unité Panzer 12, Stalingrad 12 et U-Boot 12 également. Vous avez aussi des playmats pour ceux qui voudraient deluxifier un petit peu leur expérience. Vous avez aussi des petites bases de cartes en plastique pour ceux aussi qui voudraient un peu plus d'ergonomie par exemple. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais par contre je vous laisse un petit peu l'aperçu pour ce qui est du visuel, de la présence sur table. Mais pour le reste, j'avoue que je n'y connais pas grand chose, donc je vais pas trop m'aventurer là-dedans parce que vraiment les wargames, c'est pas trop mon truc, c'est pas ma cam, et du coup je ne saurais pas en parler et leur faire justice. Voilà donc pour la trilogie de Scope, avec ici en star Scope Panzer, et donc bonjour à toi Xavier si tu nous regardes. 287 backers pour Scope. Un petit jeu de draft de dés avec une DA super mignonne et un petit peu surtarifée. On a ici Panda Royal qui nous est proposé par Nathan Gen, donc c'est le 3e projet sur Kickstarter. Je ne sais pas ce qu'il nous avait proposé par le passé. The Finest Fish, 95 contributeurs. Et en route, pas réussi à l'époque. Donc ouais, c'est quasiment un premier projet que ce Panda Royal qui fait déjà mieux que Finest Fish. Ah non, pas encore. C'est financé, mais c'est pas encore mieux. Avec 61 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne. Et ben pour le coup, ça a l'air d'être un jeu, enfin, visuellement, hein, ça a l'air d'être un jeu qu'on aurait pu avoir en print and play. Bon, il aurait fallu une pelletée de dés chez soi pour y jouer, mais ça me paraît être un jeu un peu surproduit et vendu trop cher pour ce que ça propose vraiment. Parce que, bon, il faut certes masse de dés, mais bon, si on les avait derrière, il fallait juste des fiches à imprimer, des stylos chez soi, et puis c'était tout. Hein. Donc, ouais, ça me semble un petit peu cher, mais bon, au final, c'est un jeu de draft de dés qui a l'air pas inintéressant au demeurant, qui a une DA assez mignonne, même si vous avez rapidement compris, si vous avez regardé un petit peu l'intos, que les pandas, en vrai, on s'en contrefout le kaki, on s'en tartine, voilà, le derche avec du Nutella. Donc, je vois pas très bien l'intérêt du thème, on va dire, mais bon, après tout, pourquoi pas. Et vous avez donc, je vous l'ai dit, hein, des versions carrément surproduites, et même vraiment surproduits, au-dessus c'est le soleil. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez malgré tout, et ça coûte combien le bousin, me direz-vous? Ça coûte quand même 39 $ pour la version de base. Et ensuite on peut aller chercher 65, on peut aller chercher 99 $, donc oui, ça me semble très très cher, même trop cher pour ce que ça propose. Voilà donc pour Panda Royal, 61 contributeurs quand même se sont lancés dans l'aventure malgré tout, 27 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec un jeu qui cette fois-ci est un engine building game avec des vikings qui décidément restent à la mode malgré les années. C'est un petit jeu de duel pour 2 joueurs avec 137 contributeurs pour l'instant sur le projet, 8300 € d'engrangés, c'est-à-dire à peu près la moitié du seuil de financement qui est fixé à 16 000, 28 jours avant la fin de la campagne. C'est pas un début... c'est pas un début qui fait un boom, hein. C'est pas un début en feu d'artifice. C'est pas un coup de tonnerre, hein, référence à la mythologie, bien sûr, au panthéon des Vikings, puisqu'il y a un dieu qui fait parler la foudre pour le coup, mais là ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire une blague avec... Non, je me suis foiré. Bref, Feud, si vous voulez en savoir plus pour ce jeu de duel qui pour l'instant réunit seulement 137 contributeurs, je vous conseille surtout, plutôt que de m'écouter moi, d'aller consulter la vidéo de notre cher collègue et ami Nyx. Saurais-je la retrouver? Alors qu'ici vous avez le livret de règles disponible en français, donc ça c'est bonnard. Vous avez la vidéo de Nyx également qui se trouve un peu plus bas dans la page de campagne. Voilà, ici on a un petit aperçu de ce qu'il nous en dit, mais du coup en anglais. Mais vous trouverez les vidéos plus bas avec celle de Nyx qui se trouve ici. Voilà.
Et on en a apparemment une deuxième en français, oui d'accord, dans l'Antre du Lutin, qui en a également fait une vidéo, donc consultez les deux pour en savoir encore plus. Mais donc Feud, pour résumer, c'est donc un jeu de engine building à 2 joueurs, pour des parties d'environ 40 minutes, et comme vous avez pu le voir pendant que je déblatérais, visuellement, c'est pas vilain, ça présente plutôt bien. Pour le reste, j'y connais pas grand chose, j'ai pas encore regardé la vidéo Nix, ce que je vais faire après avoir fini de tourner celle-ci. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus d'infos que vous pour le moment. Il reste 28 jours avant que la campagne ne se termine, donc vous avez largement le temps de vous pencher sur son sujet, de lire les règles et de consulter les 2 vidéos en VF qui vous sont proposées sur la page de la campagne. Voilà pour le deuxième projet de Joachim Engfors. L'ADA, ça ne fait pas toujours tout, hein. La direction artistique a beau être jolie, parfois on fait des bides. Et là, ça se confirme avec Crystalline Wars de Findoria Games, qui pour l'instant, du côté de chez GameFound, a attiré 10 contributeurs. Ce qui veut dire que il y a leur père, leur mère, leurs amis, leurs frères et sœurs peut-être, peut-être même eux-mêmes. Ce qui veut dire qu'il n'y a personne sur la campagne, et ça pique un peu, ça fait un petit peu mal à... Ouais, je suis presque désolé pour eux, j'ai presque envie de backer pour... Non, je vais pas le faire, mais quand même, ça fait de la peine. Crystalline Wars, donc sur GameFound, 10 contributeurs seulement pour ce jeu de mage, pour 2 à 6 joueurs, 25 minutes la partie, très accessible, 7 ans et plus uniquement. On est sur un jeu de cartes, de gestion de main compétitif, avec une DA qui est pas vilaine, encore une fois, hein, je me répète, même si bon c'est très classique et très basique dès lors qu'on aperçoit les cartes en elles-mêmes, c'est juste que les dessins en eux-mêmes sont plutôt jolis. Là encore une fois, ça fait potentiellement un petit peu intelligence artificielle aussi, me direz-vous, mais bon, c'est pas vilain. Bon, je sais pas trop quoi vous dire de plus que ça. Gestion de main, assez classique au demeurant de ce que j'ai pu en voir, ça coûte pas diablement cher, on est sur du 21 livres pour l'édition limitée ou 16 livres pour l'édition de base. Bon voilà, je sais pas quoi vous dire de plus que ça. Crystalline Wars, pour l'instant, c'est clair comme de l'eau de roche, hein, c'est cristallin, c'est un bide et ça ne va certainement pas aller financer. Mais, on peut faire pire que Crystalline Wars, toujours chez GameFound. C'est avec Within Walls Infiltration, qui pour le coup, lui, a attiré 8 backers. Donc ils ont des familles encore plus petites, ou ils ont encore moins d'amis. Je ne sais pas, ou ils n'avaient pas assez d'argent pour se backer eux-mêmes. Je ne sais pas, mais Within Walls, encore un jeu avec visuellement une DA pas dégueulasse. Bon, vite fait, hein, c'est quand même un petit peu amateur, soyons tout à fait honnêtes, mais c'est surtout très mal présenté, parce qu'il n'y a pas de visuel véritablement du jeu. Voilà, on voit quelques petites photos, quelques petites vidéos par-ci par-là, mais on voit pas le jeu. Donc non, les gars. Vous avez quelques petits aperçus vite fait ici, mais enfin, on voit quasiment rien. Ceci dit, par contre, on a un peu de français disponible hein, quand même, ça c'est plutôt cool. Alors ce sera uniquement pour ce qui est des règles, et certainement uniquement en PDF j'imagine. Mais ce petit jeu pour 2 à 6 joueurs pour des parties de 45 à 75 minutes et pour 16 ans et plus, parce que j'imagine que la thématique est un petit peu sombre, et que c'est, comment dirais-je, empli de paranoïa apparemment, parce que c'est un jeu avec un traître. N'attire pas grand monde malgré tout, parce que préparez un peu mieux votre campagne, parce que les seuls petits aperçus que l'on peut en voir, ils nous disent pas grand chose du jeu. Donc voilà, encore un autre bid du côté de chez GameFound. La dernière entrée de la semaine, il s'agit de Lands of the Mesozoic, un jeu avec des dinosaures. Encore une fois, c'est une thématique assez fréquente, j'allais dire rébarbative, mais ça aurait été un petit peu trop péjoratif, donc on va se contenter de assez présent, assez fréquemment vu. Et donc, 36 jours avant la fin de la campagne, le projet se porte plutôt pas mal pour une première semaine. 280 contributeurs, c'est pas ridicule, avec 17 500 € d'engrangés pour Pungo Games. J'aime bien le nom, c'est pétillant, Pungo Games. Un petit créateur américain dont c'est le premier projet sur Kickstarter. Et donc, qu'est-ce qu'il nous propose ce Jurassic Park sans la licence? Il nous propose un jeu pour 1 à 4 joueurs dans lequel les joueurs vont créer et gérer leurs propres écosystèmes du Mésozoïque en utilisant 3 types de cartes. Les terrains, que vous voyez ici avec
les prairies tempérées, les zones un peu tropicales, les bois, etc. Mais également les dinosaures herbivores ou carnivores. Et donc il y aura différents niveaux de cartes, de gestion de main et de tableau building, comme on pourrait dire, pour réussir à faire les meilleurs enchaînements. Ma foi, ça a l'air d'être pas dégueulasse. Visuellement, ça représente plutôt bien, même si encore une fois, c'est très classique parce qu'on a quand même 10 000 jeux avec cette même thématique. Mais bon, ça a l'air d'être plutôt bien produit. Il y a un petit insert qui, en plus de ça, brille un petit peu. Donc c'est pas vilain. Les règles ont l'air d'être assez simples, assez abordables. Même s'il y a beaucoup de texte sur les cartes elles-mêmes et que le jeu n'est pas disponible en français, ma foi, c'est suffisamment compétent dans la langue de Shakespeare, ça devrait pouvoir être jouable et plutôt agréable, ma foi. Donc, ma foi, pourquoi pas. Je serais tenté de dire à tester, à baquer, peut-être pas pour moi, mais si vous êtes fan de tableau building et que vous adorez aussi les dinosaures, ben, ça peut être un jeu pour vous. Voilà pour Lands of the Mesozoic. J'ai pas dit combien ça coûtait, donc rapidement on va y revenir. Pour le pledge de base, c'est 55$. Et est-ce qu'on a d'autres choses que les copies de base? Non, après c'est juste plusieurs copies de la même chose. J'ai pas l'impression qu'il y ait de deluxification, donc non, 55$. Voilà donc pour Lands of the Mesozoic, c'était la dernière entrée de la semaine. On passe maintenant donc aux plats principaux. Et préparez-vous parce que des plats principaux, on en a 6, plus 3 desserts. Donc cette semaine, il va falloir préparer les digestifs parce que ma foi, on va bien bouffer. Le premier des plats principaux, c'est Galaxy Postman A Space Adventure, qu'on va maintenant simplement appeler Galaxy Postman pour que je puisse respirer un petit peu. Et qui pour l'instant a attiré 280 contributeurs, donc en cela vous allez me dire c'est pas si éloigné de certaines entrées de cette semaine, et c'est pas faux, mais je l'ai placé dans les plats principaux parce que il me semble être un peu plus intéressant. Et au-delà de ça, c'est aussi parce que c'est un jeu de Hodari Spiel, donc un éditeur allemand qui est un petit peu connu quand même, donc c'est quand même un petit peu gage de qualité et de suivi. Vous les connaissez peut-être notamment pour Roll for Great Old Ones, un petit roll and write legacy, enfin pas legacy mais en campagne, que j'avais traité l'année dernière dans le menu crowdfunding. Ils avaient aussi bossé sur Wutaki précédemment, que je ne connaissais pas pour le coup, et également sur Chaos avec des petits chiens, des petits pugs, je crois, qui avaient fait 162 contributeurs, donc c'est assez léger. 162, 585, 2300, on est sur une belle courbe ascendante pour Hodari Spiel, en tout cas jusqu'à présent. Est-ce que Galaxy Postman confirmera? J'ai envie de dire que malheureusement non, parce que pour l'instant on est à 280 contributeurs à la fin de la première semaine et il ne reste que 10 jours, donc non, très clairement on n'ira pas chercher un résultat aussi conséquent, voire même plus conséquent que leur jeu précédent. Et pourtant, Galaxy Postman n'a pas l'air dégueulasse du tout. Déjà, visuellement, ma foi, vous allez voir, ça présente plutôt pas mal pour ce type de jeu. Et au-delà de ça, en termes de gameplay, c'est pas inintéressant. Bon, vous le savez, si vous suivez le menu crowdfunding régulièrement, je suis pas un adepte de jeux qui se passent dans l'espace. Les planètes, oui, ok, ça passe. L'espace intersidéral, ça m'attire pas. Mais quand même, visuellement, c'est pas vilain, c'est pour 1 à 4 joueurs, donc il y a un mode solo, c'est pas trop long, c'est pas trop court, entre 60 et 90 minutes, et au-delà de ça, on est sur un petit jeu avec du pick-up and deliver, avec également du développement de votre plateau personnel, donc avec une asymétrie grandissante au fur et à mesure de la partie. On est en plus sur des auteurs qui sont pas des inconnus non plus, puisque on a notamment David Rimbach qui est l'auteur justement de Roll for Great Old Ones, déjà chez Hodari, comme Wutaki d'ailleurs, et en collaboration avec Kai Stark qui lui a pondu Pest, un jeu qu'on avait traité l'année dernière qui a une superbe DA et un gameplay qui avait l'air en tout cas très solide, et puis également la campagne The Wind Gambit donc de Scythe, donc quand même un auteur un petit peu connu malgré tout. Et donc pour l'instant ça marche pas très fort, mais sachez que c'est un jeu qui me semble avoir quand même suffisamment d'atouts pour être mentionné. En termes de complexité, on est sur un jeu très accessible, qui peut plaire aussi aux joueurs, disons, initiés, mais qui reste accessible. Et il y a aussi apparemment une extension qui vient renforcer un petit peu la complexité pour en faire un jeu initié plus, on va dire, potentiellement.
Les pledges, on a un pledge à 50 € pour le pledge de base, en fait, simplement le jeu de base. Ensuite, vous avez l'extension Interstellar Modules, donc un petit tas de modules différents que vous pourrez intégrer ou non à vos parties, qui viendront complexifier un petit peu le jeu. Donc pour 65 € pour ajouter donc la petite extension que vous voyez ici. Ensuite, on a le pledge Galaxy Shuttle à 83 € pour ajouter à cela des Deluxe Parts, donc de la déluxification, on verra ça plus tard. Et enfin, le Galaxy Wormhole qui vient vous faire la même chose, mais avec en plus un tapis de néoprène, donc c'est le vrai All-in Deluxe, quoi, en gros. Ensuite, en add-on, vous pourrez prendre ça à l'unité également. Alors d'abord ici, la présence sur table du jeu, vous le voyez, pour 2 joueurs en tout cas, on a un petit plateau central accessible à tous, et puis ensuite on a chacun son plateau individuel, son vaisseau, celui qui va nous permettre de nous déplacer dans l'infini et l'au-delà, puisque vous le voyez, on part sur une seule et même tuile, mais qui va s'agrandir de toutes ces tuiles d'espace que l'on va dévoiler au fur et à mesure de la partie, et avec nos vaisseaux qui auront chacun la même tronche au début, eh bien on va chercher à aller l'améliorer en apposant de nouvelles tuiles ici en fait au centre du vaisseau qui en feront des vaisseaux tout simplement asymétriques au fur et à mesure que la partie se déroule. Mais attention, parce que chacune des actions que vous allez acquérir potentiellement devra aussi consommer plus d'énergie, donc il y aura toujours un équilibre à trouver entre l'énergie qui est la vôtre et puis les actions que vous voudrez entreprendre. Les actions que vous voulez entreprendre justement, il vous faudra utiliser des petits dés que vous entreapercevez ici. Il faudra donc placer un dé avec la face correspondante à ce qui est écrit ici. Parfois c'est libre avec ici un point d'interrogation, parfois le chiffre est obligatoire, comme c'est le cas ici avec un 3 par exemple, et donc chacune de ces actions vous permettra de faire des choses différentes, de vous déplacer, d'aller acheter de nouvelles, enfin de débloquer de nouvelles upgrades pour votre vaisseau, d'aller raccompagner des aliens sur leur planète, et ainsi de suite. Donc il y a ces petits aspects de pick up and deliver. Ensuite, ma foi, que dire de plus que cela? Vous aurez des petits raccourcis parfois avec des trous noirs, vous aurez des livraisons à faire, vous aurez des possibilités bien sûr d'aller mitiger un petit peu les jets de dés, hein, puisque c'est toujours un petit peu le problème de ces jeux avec attribution de dés, c'est que bon, la chance est partie prenante du jeu, mais généralement ils vont instaurer certains mécanismes de jeu, comme ici c'est le cas, pour mitiger, pour modérer un petit peu la chance ou la malchance au dé. Ensuite, quoi d'autre? Le contenu, vous le voyez ici pour la boîte de base. Tout ce qui est inclus ici, avec les fameuses tuiles que vous allez découvrir au fur et à mesure de cet univers étendu. Ensuite, tout un tas de dés, tout un tas de petits cubes en tout genre, des tokens. On a aussi plein de cartes, bien évidemment. Ensuite, pour les Interstellar Modules, donc la petite boîte d'extension avec les fameux modules qui viennent s'ajouter, on aura le module de planète, donc on pourra aller établir, j'imagine, des petites bases, commercer avec les fameuses planètes en question. On a le module Scrapyard qui vous ajoute une nouvelle tuile avec une action supplémentaire également. On a le module de Boost avec 6 tuiles asymétriques de boost, donc j'imagine que c'est peut-être un départ asymétriste, un départ asymétrique qui potentiellement, si j'en crois le titre, mais c'est à vérifier, pourrait vous donner un petit coup de pouce pour débarrer un petit peu votre partie, mais avec un peu plus d'asymétrie. Ensuite, on a le module spécialiste qui a l'air d'être assez sympatoche, avec une sorte d'arbre de technologie, avec différents embranchements, avec plus de choix stratégiques, j'ai l'impression. Donc ça peut être assez sympatoche, et en plus ça va s'ajouter directement sur votre plateau de joueurs. Ensuite, on a le module First Descent qui vient ajouter de nouveaux jetons, et je ne sais pas à quoi ils correspondent pour le coup. Et puis ensuite, enfin, le module Events, donc des événements qui viendront impacter les tours de jeu, sachant qu'il y en a 14 qui ne sortiront pas non plus dans le même ordre, et qu'ils ne sortiront pas tous la même fois, parce qu'il n'y a pas 14 tours de jeu dans le jeu. Donc ça peut être assez intéressant, et ça peut renouveler pas mal l'expérience. Et pour ceux qui voudraient de la deluxification, c'est ici que ça se passe, avec donc les petites miniatures, la miniature de Sam, donc le petit robot. Ce n'est pas Nono, le petit robot, c'est Sam pour le coup. Des tokens en acrylique plutôt qu'un carton, et puis pareil pour les checkpoints aussi en acrylique. Et ma foi, c'est à peu près tout. On peut aller voir vite fait les frais de port, avant que je ne les oublie. Sachez aussi que vous pouvez tester le jeu sur Tabletop Simulator pour ceux que ça pourrait tenter. Pour l'Union Européenne, c'est 18 à 20 € en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour la Suisse, par exemple, ce serait 22-25.
Pour nos amis canadiens, 25,40 et pour nous en Asie, 20,25, moins cher que pour le Canada. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Galaxy Postman, le 4e projet de Hodari Spiel, qui pour l'instant, sans faire un four, est pas un aussi grand succès que j'aurais pu l'imaginer. Celui-ci, en revanche, c'est bel et bien un succès, c'est Harvest, le nouveau projet de Keymaster. Nouveau projet, oui et non, parce que Harvest était un jeu qui avait déjà connu une sortie il y a quelques années, il y a une dizaine d'années je crois, peut-être un peu moins, et qui donc fait peau neuve avec Keymaster pour retenter sa chance sur Kickstarter, et ma foi ça se passe très très bien. 250 000 € d'engrangés déjà, 2600 contributeurs en 4 jours seulement, 14 jours avant la fin de la campagne, on est bien parti pour faire un succès aux alentours de 4500 voire 5000 contributeurs si tout se passe bien, en fonction aussi des SG, donc des stretch goals qui seront amenés à débloquer. Et Keymaster Games, pour ceux qui l'auraient oublié, parce que c'est pas un énorme nom du crowdfunding, mais quand même, ils ont fait leur réputation là-dessus, puisque ce n'est autre que l'éditeur de Parks. C'est le jeu qui les a fait décoller, même si avant ça, ils avaient déjà fait Control avec 4200, mais qu'on connaît quasiment pas en Europe. Ils avaient fait Campy Creatures avec 3000, mais pareil, on connaît pas en Europe. Le reste, ma foi, ouais, c'est Parks, hein, c'est Parks. C'est Parks qui avait vraiment fait exploser cet éditeur, donc Keymaster Games, puis ensuite les extensions de Parks, Caper Europe qui avait fait un résultat pas dégueu non plus, Chicken l'année dernière qui avait fait pas mal non plus, hein, presque de 6000 contributeurs, et Harvest, il est sur des bonnes bases, je sais pas s'il ira chercher 6000, mais on verra, je pense que ce sera de toute manière un beau résultat, c'est déjà le cas. Et donc Harvest c'est pour 1 à 4 joueurs, donc oui il y a un mode solo, c'est un jeu de placement d'ouvriers relativement classique mais avec une DA assez mignonne pour des parties de 30 à 70 minutes de jeu, donc autrement dit un jeu assez court, donc assez facile à sortir également, et comme d'habitude avec Keymaster il faut s'attendre à un jeu plutôt bien produit. C'est le cas d'ailleurs, même si je poserai un petit bémol personnellement, qui n'est pas vraiment une question de qualité de production, mais plutôt une direction artistique en fait. Je suis pas très fan de la DA. Mais bon, ça c'est plus subjectif, vous me direz, mais je trouve que ça a un aspect très rétro qui est pas très charmant pour le coup. Alors, les personnages, eux, oui, j'aime bien l'aspect rétro de ces animaux anthropomorphiques, c'est plutôt sympatoche, mais au-delà de ça, pas fan de l'aspect visuel. Mais bon, l'aspect visuel c'est une chose, le gameplay en est une autre. Vous allez donc partir chacun avec un personnage différent et asymétrique, comme ici on voit Leland, la grenouille, voilà, j'en parle mon français, qui lui commencera le jeu avec ce petit pouvoir que vous voyez ici. On a aussi Penny the Pig, la petite cochonne Penny, sans vouloir faire de jeu de mots quelconque, c'est la princesse des cacas. Donc eux-mêmes font des blagues un peu salaces et pas spécialement drôles, donc je peux m'en autoriser une de temps en temps. Donc la princesse des cacas, elle partira avec son propre pouvoir spécifique avec des petits bousins, voilà, c'est comme ça. On aura aussi Rose, le Woodpecker, donc comment ça s'appelle en français déjà, j'ai en tête Woody Woodpecker, le dessin animé de mon enfance, le pivert, voilà, qui aura son propre pouvoir aussi, bien évidemment. Et donc chacun de ces fermiers, donc de ces petits animaux, aura son propre pouvoir asymétrique qui orientera un petit peu votre gameplay, ou que vous devrez en tout cas utiliser à bon escient pour pouvoir vous orienter vers une victoire. Il y aura donc ensuite l'aspect placement d'ouvriers, il y aura différents emplacements bien sûr. Pour le même emplacement, vous aurez différents emplacements au sein d'un même lieu, mais sachez que le premier arrivé en tirera bien évidemment plus d'avantages. Ensuite, vous aurez des tours de jeu assez intéressants dans le sens où l'ordre du tour sera déterminé par la prise des tuiles qui se trouve devant vous ici. La tuile va vous fournir des bonus et vous donnera aussi votre position pour le prochain tour, donc ça c'est pas inintéressant. Il y a un petit twist qui est pas dégueulasse. Il y a un mode solo comme vous voyez ici avec différents niveaux, donc différents petits scénarios on va dire, des challenges, il y en aura 18 pour le coup, qui sont pas inintéressants, visuellement ça a l'air d'être assez intéressant pour le peu qu'on peut en voir. J'ai l'impression qu'on a peut-être des prérequis différents pour réussir la mission, peut-être également des petits twists au niveau de l'installation, donc il y a, je pense, un truc assez intéressant, peut-être de l'ordre de ce que j'ai pu voir sur Keystone, qui est un de mes jeux solo préférés chez moi. Donc si c'est le cas, ça peut être assez intéressant.
Ensuite, les pledges. On a le pledge retail, donc le pledge de base, on va dire, à 59$ pour le contenu que vous apercevez ici. C'est pas dégueulasse, ça présente plutôt pas mal. Encore une fois, je suis pas fan de l'ADA, mais ça c'est plus subjectif. Et j'ai oublié de mentionner d'ailleurs, parce que je le revois ici avec les plateaux individuels, que vous avez un petit peu un aspect Tetris aussi. Il y a des tuiles polyomino à placer dans votre champ pour faire bien sûr croître vos plantations. Ensuite, on a le pledge Deluxe, la Golden Edition à 89$. Ça commence à faire cher pour un jeu qui dure 30 minutes, 1 heure. Mais bon, c'est un petit peu la marque de fabrique des éditions Deluxe chez Keymaster, c'est souvent très bien produit, donc bon, vous le savez à l'avance. Ça vient ajouter des petites pièces de métal, ça vient aussi ajouter de la sérigraphie en plus, me semble-t-il, et ça vient surtout ajouter des game trays, donc les inserts. D'ailleurs, il s'était en partie fait connaître par ça via Parks, qui avait fait un super insert hyper ergonomique. D'ailleurs, c'était un petit peu à partir de Parks que vraiment Game Trays avait décollé aussi. Donc il y a une relation entre Keymaster et Game Trays qui est assez évidente à mon avis. On a ensuite la Super Deluxe Edition à 149 balles. Ça commence à coûter chéro pour un jeu de 30 minutes. Et donc cette fois-ci, ça vient ajouter en plus du Deluxe qu'on a vu tout à l'heure, un tapis de néoprène ici, plus des tapis de néoprène pour chacun des joueurs autour de la table. Donc on commence à comprendre aussi pourquoi ça coûte un peu plus cher. Et au-delà de ça, les brouettes que vous avez vues précédemment ici, qui remplacent en fait vos workers sont des brouettes. Cette fois-ci, ce seront vraiment des workers à l'effigie de votre personnage, avec en plus la sérigraphie. Donc c'est plutôt classe, c'est plutôt joli, certes, mais quand même ça fait très très cher. Donc à vous de voir. Ensuite, sans rentrer trop dans les détails, je l'ai dit tout à l'heure, on a donc un personnage chacun, on va choisir donc son personnage et le plateau. Ensuite, on va choisir l'ordre du tour de jeu avec le bonus qui va s'y référer. Ensuite, on va avoir du placement d'ouvriers avec un aspect, comment dirais-je, de rapidité qui va être assez importante pour en tirer les meilleurs bonus, relativement classique là-dessus. Et puis ensuite, donc, on va planter les fameux céréales, les fameux fruits dans notre champ, et on va essayer de les faire croître, de les faire pousser pour en retirer des bénéfices, bien évidemment. On pourra aussi même construire des petits bâtiments pour stocker ou pour faire pousser plus rapidement tel ou tel produit, par exemple. Donc on pourra donc améliorer notre ferme au cours de la partie également. Voilà pour ce qui est donc de Harvest. On peut aller rapidement aussi consulter les frais de port, et avant ça, dire aussi que TTS est votre ami pour ce qui est de faire un premier test pour savoir si le jeu est potentiellement capable de vous plaire, de vous séduire. Harvest pour l'Europe, c'est 16 à 19$. Ça dépend de la zone, ceci dit, mais pour la Belgique et la France, c'est le cas. Pour nos amis luxembourgeois, par exemple, ce serait plutôt 20-26. Pour nos amis suisses, en revanche, c'est 30-39 et ça coûte un peu plus cher. Même chose à Monaco, mais bon, à Monaco, vous êtes pété de thunes, donc ça va. Ensuite, au Canada, 25-34. Et pour nous qui sommes au Japon, c'est Asie 1, donc 23-34. Voilà pour ce qui est de Harvest, le nouveau jeu de Keymaster Games, qui pour l'instant fait un bon début de campagne avec 2630 contributeurs 14 jours avant la fin de la campagne. On continue tout de suite avec Four Horsemen, un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 1 à 2 heures et c'est pour 14 ans et plus. Et vous allez me dire, mais Kevin, c'est un score qui est assez similaire à ceux des entrées de la semaine, pourquoi n'y figure-t-il donc point ? Et je vous dirais d'abord que vous avez voté nombreux pour Four Horsemen dans le sondage de la semaine, donc il aurait même dû, si je vous avais écouté, être dans les desserts de la semaine. Mais le score m'a plutôt encouragé à trouver un juste milieu, et donc, paf, plat principal pour Four Horsemen. Et au demeurant, je comprends pourquoi vous étiez nombreux à voter pour celui-ci, parce que Four Horsemen est un projet intéressant. Mais ils se sont un petit peu foirés sur le lancement. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de communication au préalable pour Jeremy Rowley, dont c'est le premier projet sur Kickstarter. Et vous voyez que je suis un petit peu le projet parce que c'est mon agence de licence qui couvre justement tout ce qui est aspect de localisation pour le jeu. Donc c'est pas qu'on croit pas en le jeu, c'est vraiment un projet intéressant sur le papier avec une très belle DA. Mais la com était un petit peu lacunaire, on va dire. Donc
c'est un petit peu dommage parce que, au demeurant, le jeu a l'air sympatoche. Et vous le voyez, en termes de DA, en termes de direction artistique, ma foi, ça envoie plutôt du pâté. C'est plutôt classique, encore une fois, on est sur du dark fantasy un peu vu et revu, mais c'est très joliment fait, ma foi, ça me plaît plutôt pas mal. En plus de ça, c'est un jeu coopératif qui se sort assez facilement. Vous avez pu entreapercevoir la présence sur table. C'est pas un jeu avec énormément de matériel, c'est pas un jeu qui semble être un jeu à campagne, et pourtant il y a de la campagne, enfin pas vraiment de la campagne d'ailleurs, mais disons qu'il y a un scénario qui s'établit sur le long cours, hein, sur la partie. Donc il y a une sorte de narration immanente en fait, qui jaillit du jeu. Mais c'est pas inintéressant, et en plus ça c'est assez court, ça fait 30 minutes par joueur, donc à deux c'est plié en 1 heure, c'est plutôt agréable de ce point de vue là, et vous allez voir qu'en plus ça peut utiliser, si on prend des extensions, pas mal de panthéons à travers le monde, donc c'est pas dégueulasse. Je suis assez attiré par aussi les plateaux joueurs qui sont plutôt épurés, assez jolis, alors que le reste est très très sombre, ça c'est plutôt très clair, j'aime bien, je suis assez séduit par l'aspect visuel, et puis au-delà de ça vous allez voir que le gameplay a pas l'air dégueu non plus. Alors en fait, tout simplement, on va prendre des héros en début de partie qui sont tous asymétriques et qui vont devoir simplement stopper, empêcher l'apocalypse. Et pour ce faire, ils vont devoir démonter les Four Horsemen, donc les 4 cavaliers, et les empêcher d'atteindre leur destination. Les cavaliers en question seront choisis au sein d'un pool de vilains, de méchants, qui eux-mêmes auront bien sûr leurs propres compétences asymétriques particulières et leurs propres prérequis pour atteindre la victoire. Et on aura aussi des événements qui viendront impacter le cours de la partie différemment selon le tour où ils vont intervenir, et ça aussi c'est plutôt intéressant. Il faudra donc gérer en permanence les événements qui vont vous arriver sur la tronche, tout en cherchant à réussir à affronter aussi les boss finaux et à leur foutre une race. Voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça reste un plat principal de cette semaine, donc pas un dessert, donc il faut pas non plus trop déborder, mais vous aurez différents items qui vous permettront aussi de vous renforcer bien évidemment, en plus de la symétrie que vous aurez sur votre fiche de personnage en début de partie. Donc ça va être assez intéressant, ça se sort assez facilement, ça dure pas trop longtemps. J'ai envie de dire qu'il a quand même pas mal de choses pour lui, mais pour l'instant c'est assez mitigé en termes de succès. En même temps, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un premier projet, un premier jeu de l'auteur, donc bon, ça peut se comprendre aussi par là. What's in the game? Donc qu'y a-t-il dans la boîte de base? On a donc ici, vous le voyez, la carte du monde avec les différents continents qui vont être impactés par les événements de l'apocalypse, bien évidemment. Ensuite, on a le plateau d'événements avec ici donc la pile d'événements. Ensuite, ils vont se déclasser progressivement de l'ère, du tour numéro 1, puis 2, puis 3, vers la fin. Et donc, en fonction du niveau où ils se trouvent, donc le tour 1, 2, 3, ils vont impacter différemment le jeu. Ensuite, vous avez le plateau des fameux Horsemen, donc des 4 cavaliers. S'ils réussissent à atteindre le centre, autant vous dire que ça sent pas très bon. Ensuite, vous avez les plateaux de joueurs, donc vous en aurez 8 dans le jeu de base, 4 du panthéon grec, 4 du panthéon judéo-chrétien. On voit ici par exemple Raphaël, on voit ici Perséphone, on voit ici Atalanta, donc Atlante j'imagine, Hercule aussi également. Et aussi également, je dis 2 fois la même chose parce que voilà, je meuble. Ensuite, on a un tas de cartes, bien sûr, les événements pour le solo également, parce qu'il est jouable en solo, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ensuite, on a les reliques, il y en a 114 uniques, 172 au total, les fameuses reliques qui vont vous permettre d'aller renforcer encore vos personnages. On a ensuite 8 vilains, qui j'imagine seront eux aussi inspirés des panthéons sus-mentionnés. On voit ici Hadès, on voit ici l'avarice. Ensuite les cubes, les dés, etc. Et ensuite on a un pledge deluxe avec des miniatures qui servent à rien mais qui font belle, enfin qui font beau. Et encore, j'ai envie de dire, elles sont pas l'air spécialement magnifiques. Ensuite, on va pouvoir chercher des extensions que l'on voit ici, et les extensions vont vous permettre d'ajouter de nouveaux panthéons, avec le panthéon nordique que l'on voit ici, avec Thor par exemple. On a aussi un panthéon chinois, avec ici Son Goku par exemple, avec Son Wukong, son nom chinois. Ensuite on a aussi les Égyptiens, voilà le panthéon égyptien avec Bastet, avec Horus et compagnie.
Et donc chacune de ces extensions vient aussi avec des vilains supplémentaires et avec des pans de gameplay un petit peu différents. Par exemple, avec les Chinois, on voit un plateau différent pour les 4 cavaliers. On a aussi une petite miniature de Vortex, on a aussi les Yin et Yang, on a des cartes de Moon, des cartes de Lune donc. Pour les Égyptiens, en revanche, on aura des bâtiments, des petits chefs-d'œuvre architecturaux, mais également la porte des démons. Bref, il y aura des éléments de gameplay qui vont varier aussi en fonction du panthéon que l'on choisira. Pledge de base, 66$ pour une version avec des standees. Ensuite, 139$. Ça augmente un petit peu d'un coup là tout de suite avec la version Deluxe qui vous permettra d'avoir des figurines qui, j'ai l'impression, seront en plus pré-peintes. Et ensuite à 179, on aura Baby Apocalypse, donc avec les standees mais toutes les extensions. Et ensuite à 266$, on aura les extensions et les miniatures, mais ça commence à faire très très cher le all-in. Le shipping pour la Belgique ou encore la France, c'est 19 à 24$ en fonction du niveau pledge. Pour nos amis du Luxembourg, ce sera 23,25. Pour la Suisse, 34,39. Pour le Canada, 29,35. Et puis pour nous qui sommes au Japon, 29,45. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Four Horsemen, an apocalyptic co-op game, donc un jeu coopératif apocalyptique pour 1 à 4 joueurs, qui a l'air d'être assez sympa, assez facile à sortir, mais pas un gros succès pour autant. On enchaîne sur Colossal Cat in the Box. Je suis même pas sûr qu'on ait tellement besoin de le traiter dans le menu crowdfunding, puisqu'il me semble, mais vous me direz si je me trompe, que Cat in the Box est déjà en VF et qu'il a connu un assez bon succès, puisque si mes souvenirs sont bons, il me semble avoir entendu le passe-temps parler du jeu en bien, et en général quand le passe-temps parle en bien d'un jeu, ça devient un succès instantané. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment besoin qu'on présente la campagne? Je suis pas sûr. Mais bon, il y a du nouveau quand même. Colossal Cats in the Box, c'est donc un jeu de pli, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Ce qui nous revient ici avec 2 nouvelles extensions, et surtout, il revient encore plus gros et amélioré, si l'on en croit les dires de la campagne. Pour l'instant, il y a 1800 personnes sur le projet, avec 111 700 € d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne, et c'est le 21e projet de Bézier Games, que vous connaissez entre autres pour certains gros projets comme Castles of Mad King Ludwig, mais aussi Maglev Metro, Sink or Swim, qui encore une fois grâce au passe-temps fait un énorme succès apparemment en France, alors qu'il avait fait 360 contributeurs à l'époque sur KS, donc vraiment la puissance de frappe de nos chers vidéastes et ludicaires de Toulouse n'est plus à prouver. Ensuite, donc Bézier Games revient avec Colossal Cat in the Box, pardon. Est-ce qu'ils étaient déjà passés par KS pour le premier nom? J'ai pas l'impression. Non, ils passent par KS pour la 2e édition, entre guillemets, de Cat in the Box, cette fois-ci intitulée Colossal, et qui nous vient avec de la deluxification, en voulez-vous, en voilà, avec de très beaux conteneurs pour chacune des ressources. C'est très très joliment réalisé. Et c'est très très gros, on est sur une grosse boîte, inutilement grosse d'ailleurs, hein. Honnêtement, ça sert à rien. Vous voyez la différence entre les 2 boîtes. Bon, certes, il y a 2 extensions en plus qui sont dans la boîte, donc ça c'est cool, d'accord. Mais quand même, vous voyez que la taille des tokens a été doublée, voire même peut-être triplée. Le reste a pris de la taille également, bien évidemment, hein, pour aller en raccord avec la taille des tokens. Mais il y a aussi des nouvelles extensions. On a ici String Theory, donc la théorie des cordes, et Doppler Effect, l'effet Doppler. Je ne sais pas trop en quoi ça consiste, parce que vous le savez aussi, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, les jeux de pli et moi, c'est pas trop le grand amour, j'y connais pas grand chose en réalité. J'en ai un derrière moi qu'on a toujours pas testé, Xavier et moi, et c'est la honte sur moi d'ailleurs, parce que c'est moi qui l'ai baqué, parce que c'était japonais, que c'était tout mignon. Il s'agit de King's Trick Takers, je crois. Le titre doit être ça, ou l'inverse, je ne sais plus. On devrait le tester dans les semaines à venir, je pense, avec Xavier, parce qu'on a repris le boulot, et donc on pourrait se réunir avec des collègues, parce qu'à 2, il a pas l'air d'être aussi intéressant, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, les cartes, elles aussi, ont été revues un petit peu à la hausse en termes de taille, j'ai l'impression. Ah non, c'est les chiffres uniquement, peut-être. La taille elle-même n'a pas l'air d'avoir changé.
Aucun intérêt d'aller plus loin que ça, je crois. Il y a même des petites plushies, des petites peluches pour ceux qui voudraient éventuellement l'offrir. Les Pledge Levels, 59$ pour Colossal Cat in the Box. Et quand on voit le contenu en termes de matos, bon, on se dit c'est pas si mal que ça, parce que avec les conteneurs, les petits jetons qui, je crois, sont en acrylique transparent, etc., avec la sérigraphie, c'est plutôt joliment produit quand même. On a même des protège cartes également, donc vraiment c'est un pledge à 59$ qui est quand même pas mal du tout. Ensuite on a le pledge numéro 2, la même chose, plus une peluche qui fait 10 pouces, je pense, c'est pas des centimètres. Et ensuite à 99$, la même chose mais avec une peluche plus grande encore. En add-on on peut aussi choisir les peluches indépendamment ou encore plus de protège cartes d'ailleurs. Et ma foi c'est tout. Pour ensuite les frais de port, le Canada 30-30-37, pas donné. Pour l'Europe 25-30-35. Ensuite pour l'Europe mais non Union Européenne 34-45-60. Ça pique. Et ensuite pour nous en Asie 42-50-70. Ouais, clairement c'est pas une campagne pour nous. Voilà pour Colossal Cat in the Box, 1807 contributeurs 26 jours avant la fin de la campagne. Si vous avez testé Cat in the Box, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'il fait un beau succès, et est-ce mérité ou non, je ne saurais pas vous le dire parce que je suis vraiment pas adepte des jeux de pli, donc je ne me suis pas trop penché sur son sujet. Le jeu suivant aurait lui aussi pu intégrer les entrées de la semaine avec son petit score de 250 contributeurs, mais c'est un premier projet d'un primo-éditeur appelé Zenwood Games, et en plus de ça, ça nous vient d'Inde, et ça c'est quand même super rare, ça nous vient de Mumbai en Inde, et c'est l'œuvre de Siddhant Chand. Alors j'écorche certainement son nom, mais on va l'appeler Sid, puisque c'est comme ça qu'il se nomme lui-même, avec un petit diminutif tout mignon, mais apparemment lui, il a déjà par contre pondu 4 jeux. Chai Garam chez Mosaic Games, Lakshadweep chez Luma World, et Griddle et Parikrama. J'ai essayé de faire un petit accent, mais je pense pas que ce soit très correct. Déjà c'est Zenwood Games, mais pas via le financement participatif. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, il nous pond Tycoon India 1981, donc dans la série des 1870 quelque chose, sauf que c'est pas 1800, c'est 1900, mais bon, on reste sur un peu une thématique similaire. On est en Inde, on va chercher à développer le réseau industriel indien. C'est pour 14 ans et plus, c'est pour 1 à 4 joueurs, et c'est pour des parties d'entre 1h30 à 3h, donc un petit peu long, ça dépend du nombre de joueurs bien sûr autour de la table, mais un petit peu long quand même. Il me renvoie des petites vibes de Brass, visuellement, hein. Je ne vais pas parler du gameplay sans y avoir joué bien sûr, mais je sais pas, visuellement, ça m'évoque un petit peu Brass, et ça c'est jamais négatif. Ensuite, continuons, Tycoon India 1981, c'est donc un jeu hautement interactif et de stratégie économique apparemment. C'est basé sur des événements réels historiques des années 1980 en Inde suite à l'indépendance du pays, avec donc la genèse de l'industrie, de la révolution industrielle indienne. On va y retrouver bien sûr des minerais, du pétrole, agro, j'imagine que c'est de l'agriculture, power, ça doit être de l'énergie, les transports et les finances, donc différents secteurs dans lesquels on va chercher à, comment dirais-je, obtenir une sorte de domination sur les autres joueurs en construisant un maximum notamment d'usines pour se développer sur la carte du pays indien. Vous avez ici les différentes phases du jeu qui sont présentées. La phase d'activation où l'on va poser un petit meeple, on va dire, un petit pion, pour activer l'une des 4 régions de la map, et on va pouvoir bénéficier des bénéfices régionaux que nous permettent d'obtenir les usines qu'on y aura. Ensuite, on a en phase numéro 2 Play Events. Vous voyez qu'on va dévoiler ou non ce qu'on en a dans la main. Hein. Donc il y a une petite phase de, j'imagine, d'enchère, en gros, d'investissement. Et j'imagine que celui qui enchérit le plus aura des bénéfices, mais que ceux qui n'investissent pas du coup pourront économiser pour la suite, etc. Donc ça peut être assez intéressant, ça peut évoquer différents jeux dans le même registre également. Ensuite en phase 3, on a donc la Bid for Industries, donc on va poser des enchères pour obtenir des usines, des industries, pour pouvoir les faire nôtres.
Et donc pour cela, il faudra bien sûr enchères plus que les autres, bon, c'est assez logique, il n'y a pas tellement besoin de le dire en réalité. Et en phase 4, on aura la phase d'action, où cette fois-ci, on pourra choisir de construire, d'acheter des parts de telle ou telle usine, de prendre des emprunts par exemple, ou d'attirer des promoteurs, etc., etc., pour au final emporter un maximum de points de victoire. Donc ça a l'air d'être un jeu relativement classique en termes de mécanisme, mais dans un enrobage assez inédit. On n'a pas souvent on fait pas souvent appel à l'Inde, l'histoire indienne pour ce type de jeu de stratégie économique. Donc ça a l'air assez intéressant, pour le reste assez classique mais assez efficace, donc ma foi, pourquoi pas. En plus de ça, ça n'a pas l'air d'être particulièrement mal produit. On pourrait s'imaginer pour des petits éditeurs venus d'un pays où les jeux de société sont pas un truc énorme vraisemblablement, à des trucs un peu plus cheapos, mais ça n'a pas l'air d'être vilain du tout pour le coup. À voir la qualité des cartes, etc. Mais visuellement, en tout cas, ça présente bien. Le contenu, vous le voyez ici, hein, la carte, le plateau central, les différents plateaux centraux, on va dire même, les différentes cartes d'industrie, il y a même des headlines, est-ce que les médias ont une importance, je ne sais pas. Ensuite, les tokens et tuiles dans tous les sens, là encore une fois, plutôt visuellement agréable. Bref, il y a quand même pas mal de matos à l'intérieur, même si c'est pas du matos hyper déluxifié, c'est pas vilain du tout. Ensuite, les règles, malheureusement pas en VF, peut-être que ça viendra avec le temps. On a aussi un mode solo et un mode 2 joueurs inclus qui vous est présenté un petit peu ici. Ensuite, les pledges, on a 49$ pour le pledge standard, donc c'est juste le jeu de base, plus les SG bien sûr. 75$, donc on ajoute 26$ pour aller chercher en plus de cela les pièces qui sont des jetons de poker du plus bel effet, avec une petite boîte qui va bien en plus, avec le petit liseré doré, etc. C'est très joli. Donc j'aime bien l'aspect deluxifié ici, qui en plus va encore évoquer un petit peu Brass, parce que Brass sur KS avait aussi une édition avec des jetons de poker. Donc assez sympa. Le coinage, ils appellent ça, avec des jolis jetons de casino, vraiment très classe, très joli. Ensuite, il n'y a que ces deux niveaux de pledge, il y en a deux, c'est plutôt cool, ça évite de se perdre dans 15 niveaux de pledge différents comme on le fait parfois. Et donc on va pouvoir directement s'orienter maintenant vers les frais de port en passant par le sempiternel TTS pour éventuellement tester le jeu. Jeu qui devrait d'ailleurs être livré pour mars 2024, donc on devrait théoriquement en plus le recevoir assez tôt. Enfin, en fait c'est le shipping qui débute en mars, donc plutôt je dirais entre la fin avril et juin peut-être, ça dépend des zones aussi. Le shipping justement donc pour l'Europe, c'est ici, donc Rest of EU, donc 24 ou 29 en fonction du niveau de pledge. Pour le Canada, 29,34, pour la Suisse, 39,44, et puis pour nous qui sommes dans le Far East, oui ça, 39,44 également. Donc assez cher en termes de frais de port, alors qu'on est pourtant pas si loin du pays de l'éditeur et du pays d'envoi également, parce que c'est généralement la Chine, j'imagine. Donc bon, un petit peu dommage. Voilà pour ce qui est de Tycoon India 1981, qui ma foi a l'air d'être assez sympatoche, qui pour l'instant attire pas tant de monde que ça, mais bon, primo éditeur sur KS, il y a toujours des questions qui se posent, et c'est une semaine assez chargée. Dernier plat de la semaine, il s'agit de Chance for the Old Ones. Attention, j'ai dit dernier plat, j'ai pas existé le dernier dessert, il reste 3 projets après. Chance for the Old Ones, un petit jeu de stratégie avec l'univers de Cthulhu, donc tout Lovecraft, d'ailleurs c'est pas seulement Cthulhu. Ça fait quoi? Ça fait le 7948e jeu sur l'univers de Lovecraft qui sort, donc bon, c'est pas dans la plus grande originalité qui soit bien sûr, mais bon, ça fait toujours frétiller le fan de poulpe de 47 mètres de haut. 425 contributeurs, 28 jours avant la fin de la campagne, 45 000 € de rangée, c'est donc largement financé pour le Cthulhu Project. Je veux dire, l'éditeur lui-même dit on fera jamais autre chose que du Cthulhu, donc préparez-vous. Et pourtant c'est espagnol, c'est pas américain. Le Cthulhu Project, 28e projet quand même pour eux, après tout un tas d'autres trucs qui étaient déjà sur l'univers de Lovecraft, comme vous l'imaginez. Par contre, je vois pas beaucoup de jeux là-dedans. Ou enfin il y a beaucoup des trucs de jeux de cartes, mais est-ce que c'est juste des jeux de cartes classiques, ou est-ce qu'il y a vraiment une importance du lore derrière? Je ne sais pas. Bref, ils ont fait tout un tas de projets qui n'étaient pas seulement des jeux de société, il y en a peut-être même pas beaucoup dans le tas, j'ai l'impression. Quoi qu'il en soit, le Cthulhu Project cette fois-ci revient avec Chance for the Old Ones,
dans lequel vous allez incarner des... comment ça s'appelle déjà, tiens, des cultistes, voilà, qui vont chercher à invoquer les différents grands anciens, le tout avec une très belle direction artistique. En même temps, c'est un peu leur spécialité, j'ai l'impression. C'est pour 1 à 4 joueurs et c'est pour des parties de 60 minutes. Et donc chacun d'entre vous, vous allez essayer d'invoquer des grands anciens, et il y a différents prérequis pour le faire, bien évidemment. Thème immersif, comme à l'accoutumée avec Lovecraft, et amazing artwork. Là, j'ai envie de dire que oui, c'est vrai que l'ADA est quand même plutôt très jolie. Alors, jolie, vous comprendrez, hein, c'est du Lovecraft, donc bien sûr le bestiaire est immonde, mais c'est joliment réalisé. Ils ont un joli coup de pinceau, on va dire. Différentes approches stratégiques dans le jeu, avec différents prérequis pour autant de grands anciens présents, bien évidemment, donc assez intéressant, assez rejouable à mon avis de ce que l'on peut en voir, et puis aussi un système de deck building qui semble avoir un petit twist, en tout cas c'est comme ça que ça nous est présenté. Est-ce véritablement le cas? Je ne saurais vous le dire parce que je ne l'ai pas testé. Mais en revanche, on vous dit ici que votre culte va évoluer en fonction de l'addition de vos différents followers, donc de vos différents cultistes que vous allez ajouter à votre main, et que ça va potentiellement changer un petit peu votre façon de jouer. Mais en même temps, là en ça, on décrit un petit peu 99% des deck building, j'ai l'impression. Mais bon, apparemment, il y a un petit twist qui en fait un truc un petit peu différent. Allez savoir. Amazing Secret Race. Le Secret Race est apparemment un mécanisme super intéressant et super intense. Mais de quoi s'agit-il? Alors on a juste un commentaire de Rado, mais Rado dit toujours que tout est génial, donc c'est un petit peu difficile de prendre ça pour argent comptant. Quoi qu'il en soit, c'est encore un de ces jeux qui nous est présenté comme étant facile à apprendre mais difficile à maîtriser, et ça c'est toujours attirant parce qu'on se dit que ça évite d'avoir à faire une explication d'1 heure pour ensuite profiter enfin de la partie, mais tout en ayant quand même une profondeur stratégique qui nous permet de bien profiter du jeu et de redécouvrir de nouvelles choses à chaque partie. Donc ça a l'air intéressant quand on nous présente comme ça. Est-ce que ce sera vraiment le cas? Je ne saurais pas vous le dire. Encore une fois, je ne connais vraiment pas du tout l'éditeur en question. Donc prenez ça avec des pincettes. Qu'est-il dans la boîte de base? D'abord, ce petit cercle que vous voyez ici, ce plateau central et en forme de cercle qui est assez joli, encore une fois. Ensuite, on a 4 plateaux individuels. Ensuite, on a tout un tas de cartes, avec ici en violacé les cultistes de base, on va dire, un peu les leaders de votre culte. Ensuite, les cartes de cultistes qu'on va pouvoir ajouter progressivement à notre secte, l'on va dire, et puis donc les fameux grands anciens que l'on pourra chercher à invoquer. Il y en aura 10 ici, et ils seront accompagnés par une multitude de petites créatures d'étage un petit peu inférieur, on va dire. Il y aura aussi des cartes d'investigateurs, donc j'imagine que ce seront eux qui seront amenés à vous mettre des bâtons dans les roues au fur et à mesure de la partie. On aura même des petites miniatures dans le jeu, des miniatures de cultistes déjà bien amochées visuellement, et ils ont déjà la tronche de Cthulhu. Ensuite, on aura aussi des temples, on aura aussi des petits tokens par-ci par-là, des livres, des Necronomicons, disons, des tokens de pouvoir, etc., etc. Le tout avec un livret de règles en anglais et en espagnol, mais malheureusement pas en français. Ensuite, continuons, on va aller chercher une grosse miniature de Cthulhu aussi qui est bien dégueulasse. Ensuite, je disais donc les pledges et ensuite aussi les frais de port. Il y a un jeu, non excusez-moi, c'est pas un jeu, c'est le mode solo qui est également disponible et qui vous est présenté brièvement ici. Alors les pledges, voilà, c'est ça. Le pledge retail, c'est 49$, 45 € pour avoir donc le jeu de base. Vous avez aussi l'extension qui s'intitule The Last Cult, qui est une campagne en solo qui vous ajoute 20€ de plus à ajouter pour cette campagne solo, et uniquement solo semble-t-il, qui vous permettra des heures et des heures de gameplay supplémentaires. Ensuite, vous avez l'édition Kickstarter qui vient avec la boîte de jeu de base plus son extension, mais également un bestiary book, autrement dit un livret d'artwork en gros et de lore également, pour 82€. Et puis finalement, on a la Cthulhu Edition qui vient vous ajouter pour 129€ la grosse miniature de Cthulhu bien dégueulasse, et puis aussi l'extension The Awakening of Cthulhu qui vient ajouter encore plus de gameplay avec un nouveau plateau central également, de nouvelles cartes, etc. etc. Et vous l'aurez compris, on va aussi se taper le All-in de la mort qui tue avec le livre d'artbook, plus les 2 extensions, plus la grosse miniature. C'est ici que ça se passe, c'est le Eldritch Edition à 156€.
Ensuite, pour le shipping, le shipping n'est pas présenté en détail, qu'est-ce qui se passe? Ah si, un petit peu. C'est pas présenté avec un beau tableau comme à l'accoutumée, mais c'est le cas quand même. Pour le Canada, c'est 19 euros, pour l'Asie également, sinon c'est 9 euros pour l'ensemble de l'Europe apparemment. Voilà, c'est à peu près tout ma foi. Ce que je peux vous dire concernant Chance for the Old Ones, 425 contributeurs pour l'instant, 28 jours avant la fin de la campagne, 45 000 euros d'engrangés d'ores et déjà, et c'était le dernier plat principal de la journée. On va maintenant pouvoir passer aux 3 desserts. Mais quels seront-ils? Déjà, je vous l'ai dit tout de go, il y en a un qui était absent du sondage parce que j'avais oublié de l'y mettre, honte à moi, mais en même temps, c'était couru d'avance qu'il se retrouve malgré tout dans les desserts, et ce sera le premier dessert d'ailleurs. Donc, pas beaucoup de suspense. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Le fameux jeu qui ne faisait pas partie du sondage de la semaine à cause d'un oubli totalement impardonnable de ma part, mais qui devait bien évidemment se retrouver dans les déserts de la semaine. Il s'agit bien évidemment de Hybris Disordered Cosmos avec l'extension Rivalry, mais non seulement l'extension, mais également des petits ajouts de deluxification par-ci par-là. Et oui, j'ai reçu Hybris, ça y est! Je l'ai reçu il y a 2 semaines approximativement, donc oui, vous vous doutez bien que du coup, au Japon, là, on a un petit différentiel de temps assez conséquent. Du coup, je suis dans une période où j'ai eu mes parents à la maison pendant quelques semaines, voire même quelques mois. Je vais enchaîner sur une période très occupée pour différentes raisons professionnelles et personnelles. Du coup, j'ai pas encore pu y jouer et je ne pense pas que je pourrais y jouer avant, en étant très optimiste, avant novembre, je pense, et en étant plutôt réaliste avant le début de l'année prochaine, j'ai l'impression. Donc bon, autant vous dire que je suis un petit peu déçu par le temps que ça a mis pour nous parvenir au Japon, mais Hybris est désormais de retour chez GameFound et non plus sur Kickstarter pour l'extension donc Rivalry et également pour des différents éléments de deluxification comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour l'instant, on est à 639 backers. En quelques jours de campagne, c'est pas si mal, compte tenu du fait qu'ils ont fait le déménagement sur GameFound après avoir fait une première campagne couronnée de succès sur Kickstarter. Il me semble qu'à l'époque on était entre 1500 et 2000 contributeurs. 639 en quelques jours à peine sur GameFound, c'est plutôt un beau résultat à 12 jours de la fin de la campagne. Je pense qu'on devrait pouvoir aller chercher un score un poil meilleur que la première campagne alors qu'on est sur GameFound et c'était pas garanti. Alors du coup, cette campagne vous propose bien évidemment aussi le reprint, j'ai oublié de le mentionner mais ça me semble assez évident, vous aurez l'opportunité, l'occasion de mettre la main à nouveau sur le jeu de base si vous n'aviez pas pu le backer ou si vous aviez omis de le faire ou si vous ne connaissiez pas encore Kickstarter par exemple à l'époque. 1 à 4 joueurs pour l'instant donc pour ce qui est de Hybris, je ne sais pas si ça changera à l'avenir grâce notamment aux extensions mais je ne pense pas, je pense que c'est un jeu déjà suffisamment long comme ça. 30 minutes par joueur autour de la table, attention, je pense que c'est assez important de le préciser également. Donc toujours ce jeu qui vous permet de jouer dans une mythologie grecque un petit peu réagencée, dans un univers steampunk, mais avec la mythologie grecque, et qui vient mélanger différents mécanismes tels que la pose d'ouvriers, la gestion de ressources, entre autres, mais également différents trucs comme, si je me souviens bien, parce que j'ai pas relu les règles depuis la première campagne, un système, pas d'enchères, mais de paris sur les actions à venir, la programmation, etc. Et puis bien sûr des upgrades à aller ajouter sur vos plateaux personnels qui sont eux-mêmes hautement asymétriques, puisque chacun des dieux que vous pourrez incarner le sera fortement, comparativement aux autres autour de la table bien sûr. Et donc, que peut-on voir de nouveau dans cette campagne de GameFound? Eh bien, comme je l'ai dit en premier lieu, d'abord l'extension que vous voyez ici, intitulée Rivalry, donc la rivalité. Et la rivalité entre quelle déité, me direz-vous cette fois-ci? Entre Dionysos et Héra. Héra qui était particulièrement attendue par les fans du jeu, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, mais je connais pas suffisamment peut-être le lore, donc la mythologie grecque, pour vous expliquer pourquoi Héra était particulièrement attendue, mais en tout cas, elle arrive. Par contre, Dionysos, je comprends plus facilement pourquoi il est là, parce que c'est vrai que c'est un dieu qui est assez emblématique, assez charismatique. Et donc, on a ici un petit Get it now for 15 euros per month. Attention, la petite barre avec le month derrière est importante puisque c'est 15 euros par mois. Attention parce que c'est le fameux stretch pay disponible sur GameFound. Ça ne veut pas dire que le jeu coûte 15 euros, c'est juste qu'il vous coûtera 15 euros par mois pendant un certain nombre de mois. Donc attention, ça c'est pour le Hybris, on avait réimpression, plus l'extension rivalité, 15 euros par mois pendant quelques mois. Donc attention.
On a un petit aperçu en gros plan ici donc de Hera et de Dionysos, hein, le lumière et l'ombre, hein, l'obscurité et la clarté. Ensuite, 40€, voilà, ça c'est le prix de l'extension en elle-même, ou 8€ par mois pendant 5 mois, vous l'aurez compris. Avec donc 2 nouveaux dieux, 2 nouvelles déités, 2 nouvelles divinités que vous pourrez incarner, qui sont elles aussi vraiment hautement asymétriques, comme l'étaient tous les autres personnages d'ailleurs du jeu d'origine. Alors que vous voyez ici d'ailleurs donc les deux plateaux des deux héros en question, des dieux en héros, des deux dieux en question, j'ai du mal à parler aujourd'hui, des dieux en question qui auront bien évidemment leurs propres héros comme les autres dieux aussi. Ensuite, on voit ici leurs deux miniatures, en tout cas les renders 3D pour l'instant j'imagine. Les héros qui vont leur être associés bien évidemment avec les standees qui vont bien, les petits tokens qui vont avec bien évidemment. De nouvelles mécaniques également qui vont rejoindre celles déjà présentes dans le jeu avec un nouveau dé Excess qui vient rejoindre la partie, ainsi que 6 cartes spéciales également. Ensuite, de nouvelles cartes additionnelles, telles que de nouvelles cartes de conflit que l'on voit ici. On aura aussi une extension qui sera compatible avec celle de Cataclysme, qui était déjà présente dans la première campagne. C'est la fameuse extension en coop, si je me souviens bien, avec un mélange de mythologie grecque avec des mechas. C'est le truc qui m'attirait le moins dans le jeu d'origine, parce que j'avoue que les mechas et la mythologie, je suis pas fan de l'idée. Pourtant, le steampunk et la mythologie grecque, je trouvais que c'était un bon mariage, mais quand on va jusqu'à des mechas, bon, c'est pas mon truc. Mais là, c'est purement subjectif, mais en tout cas, on aura également de nouvelles tuiles et de nouvelles cartes pour l'extension Cataclysme, donc. Le fameux Stretch Pay, donc je vous le disais tout à l'heure, hein, pour 5 mois consécutifs pour payer éventuellement le jeu si ça vous intéresse. Ensuite, on a aussi de la deluxification durant cette campagne, à commencer par le fameux tapis de néoprène que vous voyez ici pour 35€. C'est pas cher, mais en même temps, il est assez gros, hein, on est sur du 107 par 80 cm, donc gros tapis de néoprène, avec les stitches sur les bordures, donc en gros on a les coutures sur les bordures pour un meilleur rendu en termes de finition et une plus longue résistance aussi au temps et aux utilisations. Ensuite, on a aussi 81 standees en acrylique, pour 50€ plutôt que ceux en carton qu'on a entrevus, qu'on a aperçus, voilà, ici. Alors c'est vrai qu'ils font le job, ils sont plutôt joliment illustrés avec de belles couleurs, etc. Mais c'est vrai que si on peut avoir des standees en acrylique, comme on en voit de plus en plus ces derniers temps, c'est quand même particulièrement joli. Et en plus de ça, ils conservent une assez belle lisibilité, parce qu'on voit que le cartouche qui montre le nom et l'affiliation du héros à sa divinité est différenciable grâce à une couleur, donc ça reste tout à fait lisible malgré tout. Donc 81 standees en acrylique pour 50€. Oui, c'est cher les standees en acrylique, ça c'est une certitude, mais bon, que voulez-vous, quand on veut de la deluxification, il faut s'attendre à lâcher des bifetons. Ensuite, on a aussi des tokens qui seront eux aussi en acrylique si vous le souhaitez, il y en aura 120 pour 25€. Donc là encore une fois, petit ajout de deluxification qui me semble un petit peu moins pertinent, pas pertinent, mais un petit peu moins intéressant, un petit peu moins nécessaire, avec de gros guillemets, parce que les tokens de base me semblent faire le taf, alors que c'est vrai que les standees de héros me semblent mériter un traitement un peu meilleur que celui du carton que l'on voit dans le jeu de base, même s'il faisait très bien le job bien évidemment. Là, on s'adresse purement à ceux qui veulent de la deluxification. Ensuite, il y a la réimpression bien évidemment de Ibris, donc le jeu de base pour 75€, qui bénéficie actuellement d'une note de 8.8 sur BGG, donc une excellente moyenne pour Ibris actuellement sur BGG. Et je ne doute pas que l'extension viendra réattiser un petit peu la flamme, que l'intérêt pour le jeu se fera ressentir à nouveau, notamment dans la sphère anglophone, en tout cas je l'espère, pour Aurora Studio. Un petit aperçu de ce que ça peut montrer sur la table, bien évidemment, avec les différentes divinités, mais vous vous en souvenez certainement, c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui dans la sphère francophone, pour la simple et bonne raison qu'il est français. Vous avez aussi l'opportunité de mettre la main sur toutes les extensions préalablement sorties, comme Divine Betrayal, qui, si je me souviens bien, mais je dis peut-être une connerie, était l'extension qui était gratuite dans la campagne d'origine, mais j'ai peur de me tromper, pour 35€, et qui vient ajouter aussi un nouveau dieu qui était Hermès, si je me souviens bien, qui était donc présent aussi dans la première campagne. Je crois que cette extension était gratuite pour tous les backers de la première campagne, mais je ne me souviens pas très bien, avec le contenu que vous voyez ici, et qui vient donc rajouter quelques éléments du plateau, ainsi qu'un nouveau dieu, etc. Ensuite, il y a l'extension Love and Hate, avec cette fois-ci Aphrodite et Arès, que l'on voyait aussi ici en miroir. 35€ également pour ces deux nouveaux dieux.
Et puis ensuite l'extension Cataclysme qui était, si je me souviens bien, donc l'extension en solo ou en coop, si je me souviens bien encore une fois, hein, avec également Artemis, nouvelle déesse. Alors est-ce que c'est bien celle-ci qui était en coop ou est-ce que c'était la première? J'ai oublié, je me mélange peut-être un petit peu les pinceaux. Mais donc celle-ci pour 45 € avec le contenu que vous apercevez ici également. On a aussi Apollon, qui était un dieu qui avait été ajouté sur la toute fin de la campagne de Kickstarter à l'époque, avec juste un personnage, et c'est tout, pour 25 €. Donc oui, un peu cher, mais bon, que voulez-vous. Ma foi, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Vous avez ici le livret de règles, mais c'est en anglais, mais je pense que vous devriez pouvoir le trouver assez facilement en VF également. Cherchez, vous devriez trouver assez facilement. Et puis bien sûr, vous avez une pelletée de vidéos en français, notamment grâce aux recettes ludiques qui vous présentent les règles du jeu de base, ainsi que le mode duel, les scénarios, les variantes, le mode solo, le mode coop, etc. Ensuite, continuons. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, donc on va faire un petit résumé des pledges et ensuite aller voir directement les shipping, donc les frais de port. Donc 40 €, disais-je, pour l'extension Rivalry, donc rivalité. Ensuite 75 € pour le reprint du jeu de base. 215 si vous voulez le all-in, donc réimpression plus extension. Est-ce que ça contient l'extension rivalité? J'ai pas l'impression. En tout cas sur l'image que l'on voit ici, c'est pas le cas. Donc on va quand même checker le détail histoire d'en être sûr. Non, a priori, dans le all-in, c'est le all-in reprint, ceci c'est bien mentionné, 215 €. Donc si vous voulez un all-in vraiment total, ce sera 215 plus 40, donc théoriquement 255, à moins que d'ici la fin de la campagne, ils ne nous pondent un véritable all-in, à savoir celui-ci plus l'extension Rivalry, plus potentiellement les petits trucs de luxification à côté, le playmat, etc. Ça devrait du coup être aux alentours de 300 € j'imagine, si ils mettent vraiment tout. Et sinon vous pouvez aussi prendre les trucs à l'unité, donc en add-on pour ce qui est du playmat, des standees en acrylique, etc. etc. D'autres vidéos en VF aussi pour ceux que ça intéresse, il y en a encore ici, le renard ludique, on a les jeux en carton, on a 20 jeux, on a tu joues ou quoi, etc. Le Meeple Reporter également. Et pour cette fois-ci, la timeline, parce que là, pour le jeu de base et ses extensions de la première campagne, on a attendu 3 ans quand même. C'était un peu long, mais bon, c'est parvenu au backer, et les résultats, les retours en sont très très bons, donc il n'y a pas forcément de quoi se plaindre. Outre mesure, c'était un premier projet pour Aurora Studio Diem à l'époque qui plus est. Là pour le coup, le jeu, enfin l'extension est déjà quasiment finie. Il n'y a plus qu'à délivrer les fichiers à l'usine pour commencer l'impression. Quasiment, on en est presque à ce niveau-là. Donc du coup, on devrait pouvoir être livré d'ici juin 2024. Et certainement que même s'il y a retard, il n'y aura pas autant de retard que ce ne fut le cas pour la première campagne qui en plus avait souffert du Covid. Faut-il encore le rappeler. Le shipping, donc les frais de port, pour le Canada 25, 35, 43 en fonction du pledge que vous allez choisir, pour l'Union Européenne 19, 25, 27, pour la Suisse 37, 40, 43, pour nous qui sommes dans le Far East, donc au Japon, j'imagine qu'on va douiller, 30, 46, 58, bon ce serait 30 pour moi, mais 30 pour une extension qui en coûte 40, ça fait quand même très très cher, donc... J'avoue que j'aimerais beaucoup le prendre parce que moi, Ibris, vraiment, c'est un jeu qui était vraiment coup de cœur lorsque j'avais découvert la campagne d'origine. J'ai pas encore pu le tester, donc ça reste à confirmer, mais je pense, et je pense qu'il y a de très fortes probabilités que c'est un jeu qui me plaise énormément lorsqu'il sera sur la table. Donc oui, j'ai envie de backer Rivalry. Est-ce que je le ferai? Je sais pas, parce que j'ai pas encore joué au jeu de base. Donc je vous en dis rien à propos des extensions, bien évidemment que ça prendra encore un peu plus de temps. Donc, est-ce que c'est bien sain d'esprit de ma part d'aller backer Rivalité durant cette campagne? Ça me semble être un gros non, même si j'ai très envie. Et si jamais je me laisse aller à la tentation, je le ferai peut-être livrer chez mes parents pour 19 €, c'est un petit peu moins cher, un peu plus intéressant. Je sais pas, on verra bien. Pour l'instant, j'ai envie de dire, j'ai très envie, mais si je suis un petit peu raisonnable, je devrais passer mon tour pour cette fois et attendre la sortie en boutique. Voilà. Ma foi, c'est après tout pour Ibris, Disordered Cosmos avec cette nouvelle extension intitulée Rivalry et tous les éléments de deluxification qui vont potentiellement avec, à vous de voir. Pour l'instant, vous êtes 640 sur le coup, 12 jours avant la fin de la campagne. Et bien sûr, j'ai oublié de le mentionner, mais ça semble évident là encore, VF disponible. Il y avait plein de petits drapeaux partout de toute façon. Faites-vous partie de ces très nombreux nostalgiques du ver de terre un peu déglingué qui sort son shotgun pour mitrailler son pote dans le dos?
après avoir clamé un gros traitor avec une jolie petite voix de crécelle super agréable. Si c'est le cas, Worms est certainement un projet qui vous intéresse, qui vous intrigue, que vous attendiez un petit peu fébrilement pour voir à quelle sauce vous alliez être dévoré ou à quelle sauce le jeu allait être malmené par Mantic, l'éditeur anglais qui s'est fait un peu une spécialité de proposer des jeux dérivés de jeux vidéo. Pas seulement, bien évidemment, mais ils en ont fait un paquet de jeux vidéo ou de licences en tout genre, comme c'était le cas aussi avec The Umbrella Academy, avec Hellboy par exemple. On avait quoi d'autre, The Walking Dead, bref, un tas de jeux avec des licences, mais pas seulement. Il y a aussi Dungeon Saga Origins, par exemple, Terran Crate 3, bref. Il n'y avait pas que des licences, mais il y en a beaucoup dans le tas. Et cette fois-ci, ils nous reviennent avec Worms, donc le fameux jeu PC qui a connu plusieurs épisodes. Ce fameux jeu où on partait dans un terrain fermé, avec deux équipes de vers de terre qui pouvaient choper de nouvelles armes avec de nouvelles munitions, de nouvelles actions disponibles, des armes toutes plus barrées les unes que les autres, et la première équipe qui finissait Red Dead eh bien, avait perdu, et l'autre équipe avec encore quelques petits survivants mal en point l'emportait bien évidemment. Il y avait même un système de campagne solo qui était vraiment sympatoche, même si c'était un jeu qui était aussi assez difficile à maîtriser. Et bien Worms cette fois-ci aura droit à sa version jeu de plateau pour 2 à 6 joueurs, il n'y aura pas de mode solo pour le coup, à moins que ce ne soit débloqué d'ici la fin de la campagne. C'est pour 10 ans et plus, et c'est pour des parties de moins de 45 minutes en théorie. Pour l'instant, Worms a réuni pas loin de 2800 contributeurs en 5 jours de campagne, 13 jours avant la fin de cette dernière, et déjà 312 000 € d'engrangés. Donc, on est plutôt sur un bon départ. On n'est pas sur un départ extraordinairement canon comme j'aurais pu l'imaginer. Moi, très honnêtement, je pensais qu'en fin de première semaine, on serait déjà à plus de 5000, voire même vers les 10 000. Mais Mantic a une réputation qui n'est pas forcément... c'est pas entaché non plus de trop de scandales, mais c'est pas un éditeur qui est totalement blanc-blanc, disons qu'il traîne quelques petites casseroles également, donc peut-être qu'il y a un peu de ça, et peut-être qu'il y a aussi le gameplay est quand même difficilement retranscrivable, retranscrivable, c'est bon, là, qu'est-ce que je dis? Oh, c'est le moment très seul de la vidéo. Retranscrivable, non, retranscriptible, oui, je pense que c'est un retranscriptible. Je chercherai éventuellement par la suite et je vous le mettrai au montage parce que là j'ai un grand moment de solitude, un grand moment de honte. Mais bref, c'est difficile à retranscrire le gameplay de Worms en version de plateau et du coup je me doute bien que ça n'aurait pas séduit tout le monde. Quoi qu'il en soit, le jeu est disponible en version francophone durant la campagne avec différents pledges comme on va voir ici. Le premier étant le pledge Mayhem, donc le pledge un peu... anarchie, un peu gros bordel on va dire, avec le contenu que vous apercevez ici, donc tout un tas de tuiles qui vont bien simplement vous permettre d'avoir un terrain différent à chacune des parties que vous allez faire, sachant qu'elles sont double face avec différents types de terrains que vous pourrez réagencer à chaque partie. Il y aura je crois au total 4 types de terrains disponibles si vous prenez l'extension par derrière aussi. Ensuite, il y aura aussi 45 vers de terre avec, je crois, 15 types de figurines différentes, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, on a le livret de règles ici, qui inclut d'ailleurs l'extension pour 5 à 6 joueurs, qui sera elle incluse dans l'extension qui sera à venir, qui n'est pas incluse dans ce pledge-là, me semble-t-il. Attention, je crois que le jeu de base, c'est 2 à 4, et ensuite, il faut aller chercher l'extension pour jusqu'à 6, mais les règles de l'extension sont déjà dans le livret de base. Ensuite, les petites miniatures pour les barils, ainsi que pour les mines, ainsi que pour les boîtes qui sont, vous savez, livrées du ciel par on ne sait qui durant le jeu vidéo et qui apparaîtront elles également dans le jeu de plateau. Et ensuite, donc, des tuiles de tout genre, des masses de dés qui viendront impacter le jeu, donc un gros facteur chance qui du coup le rend assez différent du jeu vidéo, même s'il y avait aussi un petit facteur chance bien évidemment de différents points de vue dans le jeu, mais là ce sera quand même particulièrement prégnant, j'ai l'air poignant non, pas poignant du tout, prégnant, plus ensuite tous les stretch goals qui viendront s'ajouter à ce que vous voyez ici. Ensuite, on a un autre pledge qu'on va aller chercher mais qui sera un peu plus bas, donc on va d'abord faire le point sur le reste. On va donc faire le petit tour sur le gameplay. D'abord, choisissez les tuiles que vous allez vouloir utiliser et construisez le terrain sur lequel vous allez évoluer dans votre partie. Assignez une couleur, enfin une équipe disons,
à chacun des joueurs en présence. Prenez les figurines qui vont avec, les cartes de départ, avec donc le bazooka, les grenades, donc bref, les petites armes de départ qu'on retrouve dans le jeu vidéo, bien évidemment, ainsi que quelques, comment dirais-je, quelques outils, on va dire, utilitaires, comme ici ces grosses barres de métal, par exemple, pour vous permettre de franchir certains obstacles, de faire des ponts en gros. Et ensuite, il y aura tout un tas de cartes d'armes supplémentaires que vous pourrez aller choper via des crates, donc les fameuses boîtes que vous voyez ici en bois qui vont tomber du ciel avec de nouvelles armes. Il y aura aussi des barils d'essence qui vont aussi parfois descendre du ciel visiblement. Bref, un deck de cartes supplémentaires. Ensuite, le How to Play, eh bien, vous avez donc la fameuse grille qui va être composée pour le terrain et qui vont se transformer en tuiles d'eau une fois qu'elles auront été amochées à 3 reprises. Donc ça aussi, c'est un petit peu différent du jeu vidéo, bien évidemment. Le jeu vidéo dans lequel l'eau allait progressivement monter pour engloutir la totalité de l'espace, pour forcer un petit peu la fin de la partie. Là, c'est un petit peu le même mécanisme de pousser un peu la fin de la partie, mais c'est peut-être un peu plus rapide parce que chacune des tuiles, après 3 dégâts, sera juste transformée en flotte. Donc c'est pas une question de montée du niveau de l'eau qui me semblait un peu plus approprié et un peu plus stressant, mais aussi un peu plus prévisible. Ensuite, tous les vers de terre pourront utiliser n'importe quel type d'arme. Et ils auront chacun un petit cercle de leur couleur, bien évidemment, pour les différencier. Ensuite, on a les fameuses boîtes qui vont venir tomber du ciel et qui seront remplies d'armes ou d'autres utilitaires en tout genre. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Les vers de terre qui seront eux-mêmes amochés seront couchés sur le côté. S'ils sont touchés une nouvelle fois alors qu'ils sont dans cet état, ils sont dégagés. Sinon, ils peuvent éventuellement guérir. Et auquel cas, il faudra recommencer le processus à 0. Ensuite, vous aurez bien sûr les déplacements habituels, donc les sauts, mais également le déplacement disons, en rampant, hein, un peu comme dans le jeu vidéo, mais je ne sais pas comment ce sera traité pour le coup. Les différentes armes et utilitaires que vous pourrez utiliser. J'imagine que les plus emblématiques seront présents. J'espère en tout cas que le mouton volant, le super mouton volant sera de la partie. Bien sûr que la grenade sainte sera elle aussi de la partie, j'imagine. On aura aussi différents modes de jeu, apparemment. Alors lesquels en question, je crois que c'est pas mentionné précisément, mais on nous dit ici qu'on pourra jouer avec un timer, donc avec une sorte de compte à rebours. Ensuite, on pourra jouer avec de l'élimination ou non. On pourra jouer avec de la mort subite également. On pourra jouer avec des parting gifts. Alors là, pour le coup, je ne sais pas, c'est pas défini précisément. Et je n'ai pas la référence au jeu vidéo, donc je ne sais pas quoi vous dire à propos de ces parting gifts, qui voudrait dire théoriquement des cadeaux d'adieu. Peut-être que c'est le mécanisme qui fait que quand un personnage meurt, il se fait exploser comme dans le jeu vidéo et potentiellement blesse les autres joueurs autour. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Ensuite, continuons, vous avez un tas de vidéos, mais malheureusement pas en VF, me semble-t-il. Je crois qu'il n'y a pas de vidéo en VF dans le tas. Pour ce qui est des opinions des différents vidéastes que j'ai pu entrevoir moi-même, apparemment ça a l'air d'être extrêmement chaotique, mais en même temps le jeu de base l'était également, donc ça peut se comprendre. Reste que le gameplay est quand même assez différent, bien évidemment, du jeu vidéo, de par sa nature propre, de toute façon. Ensuite, on nous dit qu'il y a, c'est ça, 15 alternatives différentes pour ce qui est des figurines, donc 15 modèles différents, on va dire, plus de 80 cartes, les livrets de règles, ensuite tous les items sculptés en 3D, donc les barils, les mines et les boîtes en bois qui descendent du ciel, tout un tas de tokens supplémentaires, bien évidemment, les petits disques pour différencier les factions, et ensuite on arrive finalement au pledge suivant, à 120 livres, donc ça quand même ça coûtait assez cher, hein. C'est le PIB de la Tanzanie du Sud. Et donc pour 120 livres, on a le Armageddon Pledge qui vient en plus de vous offrir ce que vous avez déjà vu tout à l'heure avec le Mayhem Pledge, vous offrir également deux nouveaux types de tuiles que vous voyez ici, donc le Ice Palace, hein, un peu glacial, et le Candy Tiles, un petit peu plus bariolé, devrais-je dire, hein, un petit peu bonbon avec plein de petites couleurs pastel. Ensuite on aura aussi des art prints, bon ça on s'en fout un peu, ça n'a aucun intérêt en termes de gameplay, mais bon c'est exclusif à Kickstarter pour les fans, pourquoi pas. On a aussi un tapis de dés en néoprène, donc ça c'est plutôt sympa pour les amateurs de deluxification, et puis pour vos jets de dés c'est plus agréable. On a aussi le tapis de néoprène qui pour le coup est pas spécialement très joli. On a aussi un set de dés supplémentaires couleur vert de terre, et ça c'est quand même plutôt sympa, et les dés couleur vert de terre seront uniquement sur Kickstarter. En boutique ce sera certainement des dés blancs de base. Bon, c'est un petit truc qui ne veut pas dire grand chose, mais bon, c'est là, pourquoi pas, prenons. Et ensuite, on a apparemment une version retail, mais qui apparaîtra plutôt en boutique en fin 2024.
et qui je crois n'est pas disponible dans la campagne. Les Daily Reveals, donc les SG, bon ça on s'en fout un petit peu, on a quelques nouvelles cartes avec de nouvelles compétences qui de toute façon devraient plutôt faire partie du jeu d'origine, tel que ici le Dragon Ball, c'est quand même une des compétences un petit peu, disons, symboliques de Worms, donc elle devait être présente, il fallait qu'elle soit là. Même chose d'ailleurs pour le super moton volant, il fallait qu'il soit là bien évidemment. Ensuite, vous pouvez prendre en add-on chacun de ces trucs-là pour éventuellement ajouter des copies supplémentaires. Pareil pour les sets de dés, pareil pour le tapis de dés, pareil pour le tapis de Noprène, etc. Et par contre, là on arrive un petit peu sur la petite catastrophe industrielle. Bon, j'exagère un petit peu. C'est pas les premiers éditeurs à faire ça, c'est pas le premier éditeur à faire ça, mais c'est toujours aussi décevant à chaque fois que ça se fait. En même temps, il y a un monde dans lequel je comprends que ça existe. Mais en réalité, le monde dans lequel moi je vis me dit que ça m'agace. C'est la pratique du language pack payant. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit en début d'intervention, l'allemand, l'italien, le français, etc. sont disponibles, mais moyennant 8 livres, donc environ une dizaine d'euros, pour avoir le jeu dans sa langue. Donc en gros, vous êtes français, vous êtes allemand, vous êtes italien, en tout cas vous n'êtes pas anglophone, en tout cas pas suffisamment, et ben vous allez le payer. Voilà, c'est dommage hein, de faire payer à quelqu'un sa nationalité ou sa capacité ou non à parler une langue. Je comprends la logique parce qu'il y a certainement moins de demandes pour du français, de l'allemand, etc. Donc il faut qu'ils rentrent dans leurs frais, etc. Oui, certes, il y a des coûts engendrés par une localisation qui ne sont pas uniquement du ressort de la traduction. Il y a aussi ce qu'on appelle le plate change cost. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le matériel va aussi changer. Lorsque vous allez imprimer le jeu, il faut changer une partie du matériel pour pouvoir faire l'impression dans une langue différente. Et ça, c'est pas gratuit, par exemple. Donc bon, je peux comprendre, mais ça me semble toujours être une mauvaise pratique éditoriale malgré tout. Ensuite, le shipping. Pour le Canada, 20 livres ou 25 en fonction du niveau de pledge. Pour l'Union Européenne, 15 à 17 livres, donc je sais pas, une vingtaine d'euros, un peu moins. Et puis ensuite pour nous qui sommes dans le rest of the world, ça pique méchamment avec 40 à 45 livres. De toute façon, pour être tout à fait honnête, c'était pas un jeu qui m'intéressait fondamentalement. J'aime beaucoup Worms, le jeu vidéo, mais j'ai jamais été très hypé par l'apparition de la version jeu de plateau de Worms, qui est un jeu qui de toute façon n'a pas fait son apparition sur mon PC depuis plus de 10-15 ans. Donc j'ai un petit peu tourné à la page, même si je regarde de très très bons souvenirs qui resteront très bons malgré l'âge, et qui n'ont pas besoin d'un jeu de plateau pour être embellis ou pour être glorifiés, on va dire. Donc Worms, pour moi, ça reste un jeu vidéo avant tout, mais je comprendrais tout à fait que la nostalgie et l'attrait, pourquoi pas, pour les mécanismes du jeu, puissent en séduire plus d'un. D'ailleurs, on le voit ici avec 2800 contributeurs à 13 jours de la fin de la campagne. Et on termine par votre numéro 1 de la semaine, et de manière assez inattendue pour être tout à fait honnête, même si j'avais moi-même voté pour lui également, il s'agit de Potions of Azerland, qui est un nouveau jeu par un nouvel éditeur dénommé Warped Reality Games, premier projet pour eux. Ils nous viennent des États-Unis et c'est leur premier jeu, donc c'est forcément un saut dans l'inconnu, on va dire, mais pas tant que ça, parce qu'ils se sont quand même attachés aussi les services d'un certain Andrew Bosley, que l'on connaît notamment pour Everdell, mais tout un tas d'autres jeux également. Andrew Bosley, c'est un petit peu l'illustrateur à la mode depuis 5-6 ans environ. C'est pas le seul, bien évidemment. Il y a aussi Kwanchai Molia, il y a l'indétrônable Vincent Dutray et tant d'autres encore. Mais Andrew Bosley, pour un premier jeu, ma foi, ça fait plutôt bon effet. Ça attire l'œil assez facilement, même si, pour être tout à fait honnête, moi qui suis assez fan du travail de Andrew Bosley, notamment sur Everdell, je suis pas super fan de ce qu'on voit pour ce qui est des personnages. Les potions, etc., c'est charmant, etc., bon, pas mal. Les persos, je suis pas fan, j'ai l'impression qu'ils sont trop petits et que du coup on n'a pas assez de détails sur les visages. Je sais pas, je trouve ça un peu trop simpliste et pas très joli. Les paysages, etc., toujours très jolis, hein, toujours dans la patte Andrew Bosley, donc un petit peu orienté fantasy mignonesque, on va dire. Je me permets des néologismes. Mais les persos, pour le coup, je suis pas convaincu. Alors que les animaux anthropomorphes dans Everdell, c'était super cool, ça avait un super rendu. Quoi qu'il en soit, Potions of Azerland, jeu donc de fantasy, de gestion de ressources,
mais également de sélection d'actions avec un système assez innovant, assez intéressant, enfin innovant pour ce que j'en sais, je ne connais pas tous les jeux de la planète, loin de là. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 90 minutes, donc c'est pile poil la durée de partie qui me convient, hein. Plus le temps passe, plus je me rends compte que les jeux, un peu comme Nix l'avait dit d'ailleurs assez récemment à plusieurs reprises sur sa chaîne, c'est vraiment mon sweet spot perso, les jeux entre 60 et 90 minutes, même si j'ai tendance à préférer les expériences que me procurent les jeux qui durent 2 heures, 2 heures et demie. Bah en réalité ils sont quand même plus chiants à sortir, tu les sors pas aussi souvent que tu le voudrais, les règles sont un peu plus chiantes à apprendre, donc finalement mon sweet spot ça reste 60 à 90 minutes, pardon, même si je fais un top 100 comme je le ferai certainement un jour sur la chaîne de mes jeux préférés, on trouverait certainement les jeux un peu plus longs, un peu plus lourds, plus haut dans le classement en réalité. Mais j'ai plutôt envie de m'orienter vers ce genre de jeu là malgré tout à l'avenir, parce que j'ai déjà des gros jeux qui me plaisent bien dans ma collection, et je suis pas sûr de vouloir en rajouter tant que ça, même si je le ferai, parce qu'on, soyons honnêtes, on est tous, enfin tous, peut-être pas tous, mais je suis assez faible, et quand il y a un gros jeu qui me fait vraiment de l'œil, je saute dessus bien évidemment. Et donc pour 14 ans et plus, c'est un Eurogame, assez clairement, il y a pas, enfin si, il y a du hasard quand même via les jets de dés, mais c'est mitigeable, et on peut quand même obtenir les ingrédients que l'on veut, sans avoir à passer forcément par les dés. Donc, bref, on y reviendra. Quoi qu'il en soit, je ne l'ai pas encore vraiment explicité clairement, mais c'est un jeu dans lequel on va faire des potions, ça me semble assez self-explanatory comme les disent les anglais, auto-expliquant, encore un anglicisme assez moche, mais ça passe crème en termes de compréhension. Bref, ça semble assez évident, mais Potions of Azalon, on va faire des potions. Nous sommes des sortes de petits mages dans ce monde fantasy qui nous réunissons pour un festival de la potion, parce que oui, il y a des festivals du cidre, de la vinasse, alors pourquoi pas un festival de la potion où tous les mages se réunissent pour devenir le Potion Master, le maître des potions. Et pour ce faire, eh ben bien sûr, on va avoir un plateau central ici avec une piste de scoring sur lesquelles vont aussi apparaître des sortes de clients, on va dire, qui vous demandent comment dirais-je, compléter leurs requêtes en gros. On aura aussi des plateaux individuels qui sont les plateaux de sélection d'actions. On va voir qu'il y a différentes actions dans lesquelles vous pourrez glisser les tuiles de priorité. On aura donc du 0 jusqu'à 5, mais également une face avec des pièces. Vous allez glisser ces tuiles dans l'ordre qui vous va le mieux, mais également dans la face qui vous correspond le mieux, donc les pièces ou le chiffre, dans les petits plateaux que vous voyez ici qui sont double épaisseur. Et ça c'est sympatoche, parce que du coup on va soit donner la priorité élevée à une action, soit récupérer de l'argent à la place sans donner de priorité à l'action en question. Donc c'est assez intéressant, c'est un système de sélection d'actions que j'ai encore assez peu vu jusqu'à présent, et en plus ça utilise un matos assez sympatoche. Ensuite, les plateaux individuels avec les différents types de potions que vous pourrez être amené à construire, ainsi qu'une piste de développement qui vous permettra de faire des potions encore plus sophistiquées, on va dire, qui vous permettront d'obtenir encore plus de bonus conséquents. Ensuite, on a un tracker de tours, bien évidemment, on a des bonus de fin de tour, on a aussi des petits chaudrons que l'on pourra utiliser pour rompre, enfin pas pour rompre, mais pour séparer un petit peu les égalités de priorité si jamais il y en a avec ce système de sélection. Ensuite on a les petits tokens de potions, ensuite on a plein de cartes de visiteurs, ce sont donc ces fameux clients on va dire qui vous demanderont de réaliser des potions pour eux. On aura des cartes de marché, on aura tout un tas de tokens en tout genre pour les ressources, mais également pour comment dirais-je, garder en mémoire l'évolution de nos ressources sur nos plateaux individuels par exemple. Ensuite on aura une douzaine de dés pour les ressources, donc on va les jeter de temps en temps pour aller choper de nouvelles ressources. On a aussi un dé de potions, on a également des aides de jeu, on a 14 cartes pour le solo, donc il y aura un mode solo assez facile à gérer semble-t-il, puisque bon, ça se base uniquement sur un petit deck de cartes de 14 cartes, donc j'imagine que c'est assez simple, mais est-ce que c'est intéressant, c'est encore une autre chose. Et donc le livret de règles, bien évidemment, livret de règles qui ne sera malheureusement pas disponible en VF, en tout cas pas pour l'instant. J'avoue que j'ai essayé de les contacter pour mon job d'agent de localisation. J'ai pas eu de réponse, donc malheureusement ils ne seront pas avec nous. J'aurais pu chercher pour eux un éditeur francophone, mais bon, c'est la vie. Parce que j'aimerais bien mettre la main sur Potions of Azalon. J'avoue que, sans aller jusqu'à dire que c'est un coup de cœur, c'est un jeu qui me correspond pas mal. J'aime beaucoup la gestion de ressources, j'aime beaucoup l'univers qui est développé ici, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un peu moins fan de la direction artistique des personnages pour celui-ci concernant Andrew Bosley, alors que je suis assez fan du bonhomme à l'origine. Et en plus de ça, vous le voyez, c'est plutôt très abordable. 49 $
pour le jeu et le matos qui nous est proposé avec des plateaux double épaisseur, avec des jolis tokens en tout genre, même si c'est du carton, certes. J'avoue que c'est plutôt un prix abordable et du coup assez agréable également. Même si pour les fans, bien sûr, il y a aussi de la deluxification. Et quand j'aime bien un jeu, vous le savez, je suis assez deluxificateur dans l'âme. Donc pour la deluxe, vous aurez la même chose, plus toutes les ressources en bois et non plus en carton. Vous aurez aussi des pièces de métal, vous aurez aussi des chaudrons en bois et non plus en carton, même chose pour les potions qui seront désormais en bois, et puis on aura aussi le plateau solo, enfin pas le plateau solo, le plateau individuel, pardon, en double épaisseur, ce qui n'était pas le cas. On avait le plateau de sélection d'action double épaisseur de base, mais pas le plateau individuel avec cette petite piste pour traquer un petit peu l'évolution de votre personnage. Peut-être que ici c'est double épaisseur aussi, je ne sais pas. Bref, 79$ pour la deluxification. Ensuite, on a le Artist Exclusive, donc la même chose que le Deluxe, mais avec en plus un poster signé de la main de Andrew Bosley, limité à 250 copies. Ensuite, on a un pledge à 600$, bon là, autant vous dire que c'est du mécénat, grâce auquel, pour 12 personnes uniquement, vous pourrez mettre votre propre personnage, donc à votre effigie, celle de votre compagnon, enfin partenaire on va dire, ça évitera d'avoir un recours à du masculin féminin, votre partenaire, pour seulement 12 personnes, ceci dit, mais bon, ça coûte un bras, un rein, et également peut-être le lobe de l'oreille droit. Ensuite, les stretch goals, on s'en fout, on passe assez rapidement. Petit point rapide sur le how to play. D'abord la phase de refresh, donc on va dire la phase dans laquelle on va rafraîchir le marché, on va rempiler de nouveaux clients également. Ensuite, la véritable première phase de jeu, c'est la fameuse phase de sélection d'action. Vous avez votre plateau individuel de sélection d'action, avec, on voit le study, le forage, qui est donc, comment dirais-je, l'obtention de nouvelles ressources. Donc study, étudier pour renforcer son personnage. Le market, donc le marché pour obtenir de nouvelles cartes. Brew, c'est faire nos potions, concocter nos potions quand on a les ingrédients nécessaires. Et puis fulfill, c'est donc remplir les contrats qui nous sont proposés par les clients qu'on a vus précédemment. Voilà, ici, ceux-là. Donc, en fonction de vos choix, vous allez déterminer quelle est la priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Pour ce tour-ci, et puis les actions pour lesquelles vous ne souhaitez pas spécialement faire l'action ce tour-ci, et donc vous allez décider de récupérer des pièces plutôt pour prévoir les tours à venir. Ensuite, en phase numéro 3, on va potentiellement pouvoir boire les potions qu'on aura nous-mêmes concoctées pour obtenir de nouvelles cartes sur le marché par exemple, qui vont venir nous renforcer, nous donner des bonus temporaires par exemple. Ensuite, en phase numéro 4, on va exécuter différentes actions, les actions qui figurent ici, donc Forage, Study, Market, Brew et, j'arrive pas à lire, Fulfill. Donc, par exemple, Forage, on va lancer les dés pour obtenir de nouvelles ressources qu'on pourra ensuite utiliser pour faire des potions. Study, on va pouvoir avancer sur cette petite piste pour développer notre personnage et obtenir encore plus de bonus quand on réussira à faire des potions. Le Market, on va aller chercher grâce aux pièces que l'on aura réussi à obtenir et à entasser des nouvelles cartes sur le marché qui nous permettront d'obtenir de nouvelles ressources, et parfois également des actions uniques comme je le vois ici. Ensuite, Brew, c'est faire nos potions quand on a des ingrédients nécessaires. Et Fulfill, donc on va remplir un contrat pour un des clients qui va ensuite venir nous rejoindre et nous donner des points de victoire. Et après 6 tours de jeu comme ça, celui qui a le plus de points autour de la table l'emporte, bien évidemment. Assez simple, assez accessible, mais ça a l'air d'être très sympatoche. J'aime bien la DA, même si encore une fois les persos, je suis un peu moins fan. Ça reste un jeu vraiment qui est pile dans mes cordes, donc sans aller jusqu'à dire coup de cœur, j'avoue que faire ce petit segment de la vidéo, je m'auto-hype, et ça c'est assez mauvais. Donc bon, je ne sais pas si j'irai backer, j'avoue que je n'ai pas encore consulté les frais de port, donc c'est peut-être ce qui va faire pencher la balance pour un back ou une décision, au contraire, de garder mes sous. Alors ensuite, justement, c'est l'heure de savoir si je vais backer ou non, c'est l'heure fatidique du shipping. Pour le Canada, ça dépend combien de backers vous serez. Donc ça déjà, j'aime pas trop non plus, ça nous arrive jamais en Europe ou au Japon fort heureusement, mais c'est une pratique qui arrive assez régulièrement pour les Canadiens, je sais pas pourquoi. Donc si vous êtes plus de 250, non moins de 250 apparemment, c'est 28,99 ou 32,99 de frais de port en fonction du pledge. Si vous êtes plus de 250, j'imagine, 25 ou 29 $ canadiens de frais de port. Ensuite, pour l'Europe, je garde le suspense pour moi, l'Europe c'est 11 à 13 livres de frais de port, ce qui n'est pas exagéré ma foi. Ça y est, l'Asie est tombée, JP 26,30.
Donc potentiellement 30$ de frais de port sur la Deluxe qui coûte 80$. C'est un petit peu cher, mais j'ai envie de dire que ça reste à peu près acceptable, d'autant plus que nous on paye pas la TVA en plus sur les projets, donc ouais, je sais pas. Je me tâte, ça dépendra des autres projets qui vont arriver en septembre, et croyez-moi, il y en a pas mal qui sont super intéressants. Et je viens à peine de backer un jeu également dont j'ai parlé assez récemment dans le menu, saurez-vous deviner lequel. Donc je sais pas, on verra bien, je me tâte, mais c'est vrai qu'il me tente pas mal et il devrait être livré pour le mois d'août prochain. Voilà pour ce qui est donc de Potions of Azerland, c'était votre jeu numéro 1 de la semaine. C'est peut-être également le mien, même si j'avoue que Ibris figurait pas dans le sondage et qu'il aurait certainement fini en première position s'il y était. S'il y avait été, pardon. 420 contributeurs pour l'instant sur Potions of Azerland, 26 jours avant la fin de la campagne, et ma foi, c'est à peu près tout pour ce menu du 3 septembre 2023. C'est la rentrée des classes, c'est également la rentrée sur Kickstarter et GameFound. Attendez-vous à une pelletée de projets dans les semaines à venir. Du coup, n'hésitez pas à aller voter pour ceux qui vous intéressent le plus pour la semaine prochaine. On se retrouve donc dans quelques jours avec de nouveaux jeux sur Kickstarter, GameFound et compagnie. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine!